Salut à tous, c'est Olivier. Vous êtes à la recherche d'un cadeau sympa pour un ou une triathlète? Pensez au livre Devenir triathlète des éditions Exuvie que nous avons coécrit avec Hermano, les frères Darvan, Valentin, Mehdi et Jean. On s'est posé à 7 pour couvrir tous les aspects de la pratique du triathlon. Qu'il s'agisse du matériel, des entraînements, de la prévention des blessures, de la nutrition, de la préparation mentale ou encore de la gestion du temps, vous retrouverez tout ce qu'il vous faut pour débuter ou pour se perfectionner dans la discipline. C'est 263 pages illustrées et un plan d'entraînement pour chacune des distances. Et cerise sur le gâteau, il a été préfacé par monsieur Frédéric Van Lierde en personne, champion du monde Ironman 2013. Alors, si vous êtes convaincu et souhaitez faire plaisir à quelqu'un ou tout simplement à vous-même, filez le commander aujourd'hui sur www.ohana.boutique. Ça s'écrit www.ohana.boutique. Prêt pour un nouvel épisode? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Pour m'accompagner, il y a comme d'habitude Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Salut Hermano, salut à toutes et à tous. Cette semaine, on va parler natation, qui est une des composantes du triathlon évidemment, mais pas avec un triathlète justement, avec un nageur. On va reprendre un petit peu des échanges qu'on avait pu avoir avec certains nageurs qu'on a reçus dans le podcast, et en plus un nageur qui a déjà été aux Jeux Olympiques. Mais on va parler de tout ça avec Enzo Tessic. Salut Enzo. Salut à tous. Salut. Écoute, enchanté de te recevoir sur le podcast. Eh bien merci, c'est un plaisir. Alors comme on te disait en off, on a déjà eu l'occasion d'avoir des nageurs et on va pouvoir parler de natation avec toi, on va pouvoir parler de petits carreaux, tu vas pouvoir nous donner plein de trucs pour déjà peut-être bien nager, pour savoir comment faire abstraction de tous ces petits carreaux qu'on trouve dans une piscine, parce que j'imagine que toi t'en as compté des centaines et des centaines, ça se compte peut-être même en milliers, non? Ouais, c'est ça, j'en ai vu quand même pas mal des carreaux. Mais bon, juste avant tout ça, on a une tradition dans le podcast, c'est qu'on laisse la parole à notre invité pour se présenter. Donc dis-nous tout, qui est Enzo Tessic? Ouais. Donc c'est Enzo, j'ai 22 ans. Je suis nageur et spécialiste du 200 mètres 4 nage et du 200 mètres nage libre. Je m'entraîne à l'INSEP, donc à Paris là depuis cette année. Avant j'étais dans les Hauts-de-France, à Amiens, je m'entraînais là-bas, mais je suis originaire de Seine-et-Marne. Et puis, je suis un grand passionné de sport en général. J'ai commencé mes débuts par le foot, sauf que bon, j'étais plus souvent au bord des bassins, aller encourager mes sœurs que au bord d'un terrain et faire des jongles. Et puis bon, j'étais pas non plus très très doué avec une balle au pied. Et petit à petit, je me suis mis à m'approcher de plus en plus des bassins, à commencer à faire des longueurs, et puis jusqu'au jour à m'entraîner de plus en plus, à faire des entraînements bi-quotidiens, et puis mon quotidien, il a pas trop changé. C'est marrant que tu racontes ça comme ça, on a l'impression que tu as déjà 50 piges, que tu as déjà vécu 15 vies, mais non, en fait, tu as 22 ans, donc il faut que tu reviennes avec nous en détail là-dessus. Tu nous as dit que tu as commencé un petit peu ta carrière de sportif, pour ainsi dire, comme footballeur, et puis tu as très vite basculé dans les bassins. Tu as commencé à nager à quel âge? J'ai dû apprendre à nager à l'âge de 6 ans. Et puis, à commencer à faire des entraînements, on va dire, en club, je devais peut-être avoir 7 ans, 7-8 ans. 7-8 ans, et puis au début, je commençais à m'entraîner, on va dire, peut-être 1 à 2 fois par semaine. Et puis, en vrai, c'est monté vraiment crescendo jusqu'à faire du 5 fois par semaine, jusqu'à 14-16 ans. Et c'est vraiment à l'âge de 16 ans, 16-17 ans, où j'ai commencé à m'entraîner beaucoup plus. Et c'est là où justement je suis parti dans une structure pour avoir des meilleures conditions d'entraînement. Et voilà, je faisais des entraînements bi-quotidiens, donc c'était à peu près 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, avec 1 heure de muscu aussi en plus à l'après-midi. Et ça, 6 jours sur 7. Et quand tu décides d'aller dans une structure comme ça, t'as 16 ans, c'est quoi? Tu quittes l'éducation traditionnelle? Ouais, c'est ça. En fait, au début, c'est vrai que je m'entraînais donc dans un petit club et il n'y avait pas forcément toutes les structures, tout l'environnement pour pouvoir s'entraîner autant. Donc, il n'y avait pas forcément tous les créneaux, toutes les bonnes conditions qui pouvaient justement m'amener à pouvoir m'entraîner beaucoup plus. Et c'est vrai qu'en natation, on est vite amené à s'entraîner plus. C'est vrai que ça reste assez différent, on va dire, des autres sports, comme on va dire l'athlétisme. On peut s'entraîner, on va dire, quand même pas mal d'heures. Et on fait ça, mine de rien, assez jeune. Donc, c'est quand je suis arrivé en première. Et c'est là où je me suis dit que voilà, je voulais en faire un peu plus, essayer d'atteindre, on va dire, un niveau un peu supérieur. Donc j'avais fait mes premiers championnats de France
peut-être à 14 ans. Donc à ce moment-là, c'est les championnats de France jeunes. Et puis après, j'avais fait mes premières médailles à l'âge de 15-16 ans sur les championnats de France jeunes. Et puis c'est à ce moment-là où je me suis dit que j'aimerais bien justement m'entraîner plus pour pouvoir aller grappiller ceux qui étaient au-dessus de moi. Et quand tu dis on fait plus de volume en natation qu'en athlétisme, bon, j'imagine que c'est entre autres dû au fait que c'est un sport porté et que tu peux nager des heures et des heures. A priori, bon, à moins vraiment de te faire une tendinite à l'épaule parce que tu n'y as pas été progressivement. A priori, il n'y a pas trop de risques, quoi. Ouais, c'est ça exactement. En fait, en natation, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de choc, donc on peut quand même enchaîner quand même pas mal de longueurs. À la rigueur, il y a peut-être les épaules où on peut avoir des petites tendinites. Mais en règle générale, il y a quand même très peu de blessures. Ouais, après, ça dépend comment tu nages, hein, parce que moi, des chocs en natation, je peux t'assurer que quand je fais mon virage, je me fais mal aux pieds. Hein, ça arrive souvent. Mais ça, il faut que tu apprennes à faire tes virages. Bon, mais et donc du coup, une semaine chargée comme ça, avec du bi-quotidien, ça représente quoi en termes de volume, en termes de kilomètres de volume, je dois être à peu près à 24 heures d'entraînement. Et c'est en moyenne entre 5 et 6,5 bornes par entraînement. Et donc ça, il y en a le matin, il y en a aussi le soir. Et donc à ça, là, j'ajoute en ce moment, je fais des séances de muscu, on va dire, tous les jours. Donc c'est soit des séances de muscu, on va dire, pures avec de la force, etc. Soit c'est plus mobilité, renforcement. Et ça, c'est ça tous les jours jusqu'au samedi. Ok, mais donc sur les 24 heures, c'est que en bassin. Après, tu rajoutes la muscu à côté. Ouais, c'est ça, c'est que en bassin, ouais. C'est ça, ok. Donc ouais, t'es à entre 25 et 30 heures par semaine d'entraînement physique, quoi. D'entraînement, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et pour nous faire rêver un peu, parce que bon, 5-6 kilomètres, c'est déjà beaucoup, je pense, pour tu vois, faire 5-6 kilomètres dans une journée, je crois que c'est déjà énorme pour la plupart des gens. Toi, tu le fais à chaque entraînement et souvent 2 fois par jour. Ça fait que tu fais combien de kilomètres sur la semaine? Sur la semaine, en moyenne, je dois être donc je suis à 7, on va dire, allez, 10. Je dois être à 50, un peu plus de 50, 60. 60 kilomètres par semaine. En piscine. En piscine, c'est ça. Ouais, je bouge pas des bassins. C'est très très rare. Non, mais ça me fait rire, mais c'est parce que, c'est autant, tu sais, le libre, bon, t'as les longues distances et tout ça, tu vois, mais là, c'est dans un bassin, quoi. Et tu nages tout le temps au même endroit? Et là, je suis tout le temps au même endroit, ouais. C'est ça. Là, je m'entraîne à l'INSEP et c'est tout le temps quasiment dans le même bassin. Donc, on s'entraîne soit en bassin de 50, soit des fois on varie et on va s'entraîner justement en bassin de 25 pour travailler un peu plus les parties techniques, que ce soit virage ou coulée. Je vais te raconter une anecdote. Ça fait plus de 10 ans déjà. J'avais organisé un stage avec un copain à Font-Romeu et il y avait l'équipe de France junior de natation qui était là. Alors nous on était triathlètes, donc on faisait un peu de natation, on faisait un peu de course à pied, on faisait un peu de renfo, on avait mis les home trainers, on nous avait donné une salle, on avait mis les home trainers et du coup on faisait un peu de vélo aussi quand on n'allait pas rouler dehors. Et à un moment on va au bassin et on sort de là et il y avait les petits jeunes donc de l'équipe de France junior de natation qui font punaise, ça fait 4 jours, on est déjà à 120 bornes, on a quand même bien tourné. Et nous, on était là avec nos 10 bornes sur 4 jours. On se sentait un petit peu loin. Donc, j'imagine que quand on parle de chiffres, ça donne un peu le vertige. Après, ça fait partie de ton quotidien. C'est ton métier, finalement, d'être nageur et de nager beaucoup. Ouais, c'est ça, totalement. Après, c'est une habitude. C'est vrai que, à vrai dire, je m'en rends même pas compte. Après, maintenant, des 5 bornes, pour moi, c'est vrai que 5 bornes, ça reste assez rapide. Quand je commence à monter jusqu'à 8 bornes par séance, là, bon, ça commence à être un peu plus long. Mais de manière générale, 5 bornes, ça reste mon quotidien, donc j'ai l'habitude et c'est pas quelque chose on va dire, qui me choque. Mais c'est vrai que pour la petite anecdote, en plus, Font-Romeu, en natation, on a quand même l'habitude d'y aller. C'est vrai qu'on aime bien y aller à Font-Romeu justement pour l'altitude, parce que pour l'entraînement, au niveau des effets de l'entraînement, il y a quand même pas mal d'effets. Et il y a une année même où j'avais fait 2 fois 3 semaines justement à Font-Romeu et c'était à ce moment-là où on avait quand même pas mal borné. On en profite justement pour faire tout ce qui est travail aéro, tous ces travaux-là. Donc, mais bon, c'est une habitude à prendre. Ouais, et en même temps, toi, ton 5000 mètres, tu le fais un peu plus rapidement que nous, j'imagine. Enfin, 5000 mètres pour toi, c'est combien de temps dans l'eau? C'est 2 heures. Souvent, on le fait en 2 heures. Et 6000, souvent, on fait pareil. Après, ça dépend. Des fois, on peut faire 4000 en 2 heures parce qu'on va faire un peu plus de vitesse et les temps de repos vont être un peu plus longs. Comme on peut faire 8 bornes en 2h15. Oui, mais c'est ça, c'est parce que t'as tes temps de repos, t'as des, je sais pas, des éducatifs, enfin, je sais pas si tu fais encore des éducatifs, d'ailleurs, tu vas nous dire, mais bon, voilà, c'est, ok. Après, ça dépend du type de la séance, mais ouais, de manière générale, c'est 2 heures d'entraînement.
Oui, parce que moi, des 5000, enfin, ça a dû m'arriver, hein, mais je crois que c'est pas plus de 3 fois, je pense. Donc non, effectivement, ouais, c'est un autre niveau. On joue pas dans la même cour. Ok, et donc, ouais, et tiens, bah du coup, les éducatifs, toi, t'en fais encore. Ça se passe comment, une séance d'entraînement d'un athlète élite comme toi? Alors pour la séance type, on va avoir donc j'arrive au bord du bassin, je vais avoir à peu près 15-20 minutes d'échauffement à sec, où là je vais faire tout ce qui est renforcement d'épaule, tout ce qui est un petit peu de gainage, un peu de mobilité. Après on va avoir à peu près 800 mètres, on va dire d'échauffement assez tranquille. On va nager un petit peu, on va varier un petit peu les nages, un peu de crawl, un peu de catenage. Et après on va avoir une petite partie aussi un peu de technique. Souvent ça se place pendant la partie d'échauffement. Et là, on va varier les éducatifs. Donc, ça peut être du rattrapé. Donc, c'est quand on va mettre les 2 bras devant et puis on vient pousser d'un bras à l'autre. Après, on va avoir tout ce qui est Godi. Donc, ça va être des travails de prise d'appui. On va avoir quelques petits travails de virage avec des accélérations avant chaque rotation. Et puis, ça, on en fait quand même, on va en faire à chaque entraînement. Et ça va varier, on va dire, à chaque fois, il y en a à chaque fois dans le début de séance. Puis après, on va avoir un bloc précis ça peut être de l'aéro, un bloc de vitesse. Après, on va remettre un petit peu de technique et après, ainsi de suite. Mais dans chaque séance, on met de la technique en tout cas. Ouais, mais donc en fait, ça reste assez similaire à une séance classique entre guillemets. Enfin, en tant que triathlète, si t'es dans un club ou voilà une séance encadrée, en général, souvent c'est assez similaire, quoi. Ouais, je pense que ça. En tout cas, au niveau de la structure. Même au niveau du triathlon, il me semble que c'est un peu préparé au niveau des modalités d'entraînement. Alors, je pense que la seule vraie différence, c'est qu'en triathlon, il y a quand même un petit peu plus de travail, tu sais, avec le pull boy par exemple, parce que triathlon, t'es pas trop censé bouger les jambes, quoi. Enfin, les jambes, elles te permettent de rester horizontales, mais sinon, c'est les bras qui travaillent, quoi. Ouais, parce que bon, faut que tu roules et faut que tu cours après, donc t'as intérêt à épargner tes jambes pour la suite. Par contre, les bras, tu peux y aller, a priori, après, ils seront tranquilles, quoi. C'est ça, ouais. Et puis, ça fait quand même monter pas mal le cardio de mettre un gros battement. Donc c'est sûr qu'en triathlon, vu que la distance est longue, ça reste moins avantageux de mettre un gros battement en plus. Ouais, c'est vrai qu'il y a la distance évidemment qui joue beaucoup aussi. Après, nous en natation, on travaille quand même pas mal les jambes parce que ça nous aide quand même à être pas mal haut sur l'eau. Et après, on est beaucoup plus gainé. Et sur les courses, on va dire sur des 100 mètres, sur des 200 mètres, là, il y a un vrai avantage à travailler les jambes. Ouais. Et travailler les jambes, moi je trouve que c'est très difficile. Non mais comme on le disait en off tout à l'heure, et bon ceux qui écoutent le podcast depuis un petit moment l'auront compris, je suis pas un très bon nageur. Non, j'ai vraiment, en fait, après c'est quelque chose, c'est marrant parce que c'est aussi quelque chose de un peu systématique. Dès que j'en parle avec un cycliste, les cyclistes ils disent non mais moi je suis pas bon nageur. Un cycliste n'est pas un bon nageur. Ça c'est un peu. Alors après bon il y a les triathlètes qui viennent de la nage et qui se mettent au vélo, à la limite c'est plus facile, mais ceux qui viennent du vélo, souvent c'est difficile, quoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a les jambes un peu lourdes, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas assez souple? C'est vrai qu'il y a ça aussi, hein. Le cycliste en général il a tendance à être assez rigide, on est un peu tassé sur notre vélo, on est toujours un peu dans la même position, là où le nageur c'est pas pareil, donc il y a peut-être un peu de ça aussi. Ouais, je pense que ça doit y jouer un petit peu, parce qu'il faut être quand même assez fluide dans l'eau, assez souple, enfin assez relâché, donc je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal une petite différence entre le vélo et la natation, rien qu'au niveau de la posture, je pense que ça doit quand même pas mal changer. Et au-delà de ça, mentalement, il y a quand même une grosse différence entre le cycliste en général, il aime bien être à l'extérieur, tu vois. Il aime bien faire des longues distances, il aime bien voir du paysage. Enfin, ça fait partie aussi un petit peu, tu vois, du sport. Quand tu nages en piscine, bah ouais, tu comptes les carreaux, quoi, comme on disait. C'est clair que c'est pas la même. Enfin, tu vois, mentalement, t'es pas câblé de la même manière, quoi. Moi je trouve, enfin j'ai énormément de respect pour les nageurs comme toi qui font 50-60 bornes par semaine en moyenne sur l'année dans une piscine. Enfin, tu vois, il y a le côté un peu hamster où tu t'es toujours dans le même truc et en fait tu t'en lasses pas. Enfin, ou peut-être que tu t'en lasses, hein, tu vas nous le dire, mais en tout cas bon, tu parviens quand même à les enchaîner. Là où je pense que le cycliste de base, il est plus attiré par l'extérieur, tu vois, un peu le côté un peu aventure. T'as un côté un peu aventure aussi dans le cyclisme parce que les distances sont un peu plus longues, tout ça. Ouais, totalement. Après, c'est vrai qu'en natation, il peut y avoir aussi ce côté, on va dire, un peu de lassitude, de tout le temps rester au même endroit et de voir le même bassin, mais à vrai dire, on s'en rend pas vraiment compte des carreaux.
Enfin, c'est pas forcément le truc où on va vraiment se focaliser dessus. On va plutôt se focaliser sur la nage. Donc, typiquement, on va se focaliser sur la prise d'appui. On va essayer de voir comment notre bras il est au niveau de notre geste, au niveau de notre gestuelle. Et en fait, tous les carreaux, on les regarde, mais sans vraiment les regarder. On est tellement focus ailleurs qu'on s'en rend même pas compte, quoi. Oui, non, bien sûr, je comprends. Mais toi, il y a jamais des moments, enfin, c'est peut-être ce que tu veux dire comme tous les sportifs, mais j'imagine il y a des moments où tu te dis, bon, non, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Mais bon, ça c'est. Ah, si, bien sûr. Ouais, Le matin à 6h30, quand faut se lever et qu'il faut aller sauter dans l'eau, c'est sûr, il y a des fois où c'est un peu plus dur, ouais. Ou même quand il y a des séances, on va dire, un peu plus longues, parce que moi, c'est vrai que je suis un peu moins fan des grosses séances longues, on va dire, très longues aéro, où on s'arrête vraiment pas. Et là, c'est sûr que des fois, ça va être un peu plus long de enchaîner les longueurs sans jamais s'arrêter. Il peut y avoir un petit peu de cette lassitude par moment, ouais. Tu nous disais tout à l'heure, toi, tu t'es spécialisé dans 100 mètres 4 nages et le 200, c'est ça? C'est 200 crawl et 200 mètres 4 nages. Et t'as toujours fait ça, du coup? Pourquoi tu t'es spécialisé là-dedans? J'ai toujours été spécialisé, on va dire, dans le crawl. Avant, je faisais aussi un peu de 400 mètres, donc un peu plus long. Mais le 4 nages, on va dire, ça va faire 2 ans maintenant. On va dire, ouais, 2-3 ans max que je fais un peu plus de 4 nages, mais j'ai toujours été dans le 200 crawl, ça oui, et 400 crawl, j'en faisais avant. Et puis petit à petit, j'ai vite abandonné le 400 crawl pour rester sur du 200 mètres, me rapprocher aussi un peu plus du 100 mètres et faire du 4 nages. Ok, et pourquoi du coup, c'est quoi les raisons de ces choix stratégiques? Ça s'est fait un peu naturellement. C'est juste qu'à l'entraînement, je voyais que j'étais meilleur en crawl, que je me sentais beaucoup mieux en crawl. Donc petit à petit, au niveau des compétitions, je me suis orienté plus vers le crawl. Et après, c'est plus les résultats après qui vont venir choisir un petit peu la nage que tu fais. Donc au début, un peu comme tous les jeunes, je fais un peu toutes les nages parce qu'il y a des compétitions, on va dire, c'est les championnats de France jeunes. Et en fait, ils te font faire toutes les nages. Donc ça va du 50 papillons au 400 mètres 4 nages jusqu'au 800 mètres nage libre. Et puis c'est un petit peu à cette période-là où tu commences à voir un petit peu ta spécialité, si c'est un peu plus le dos, un peu plus le crawl. Et petit à petit, tu te spécialises de plus en plus vers une nage et vers une discipline. Ok. Et donc ça veut dire qu'en général, là, c'est plutôt les nageurs jeunes qui font du 4 nages. Parce qu'ils cherchent encore un peu? Ouais, souvent les jeunes, ils font quand même pas mal de 4 nages parce que ils sont obligés de faire un peu toutes les nages pour les compétitions. Mais après, ça dépend. Il y a quand même pas mal on va dire, d'anciens aussi qui font du 4 nages. Après, ouais, c'est vrai que ça varie. Mais c'est vraiment à cette période de, on va dire, 15 ans ou 14 ans où ça commence à spécialiser un petit peu plus, où on commence à voir là où on est le meilleur. Et est-ce qu'il y a un facteur aussi âge, enfin tu vois, un ratio âge-distance, dans le sens où dans les sports d'endurance, on a tendance à dire, au plus tu vas sur une distance longue, au plus tu développes des fibres musculaires, tu vois, enfin voilà, ta physionomie change et tu deviens un petit peu plus apte à faire du long et moins du court et de l'explosif. Ça joue aussi ça dans la nage, si on parle d'un 100 mètres ou un 400 mètres par exemple? Au niveau de l'âge, pas forcément, parce que c'est vrai qu'on est tous, on va dire, sur les compétitions, c'est par catégorie d'âge. Mais par contre, sur du 50 mètres nage libre, par exemple, là, on peut tenir un peu plus longtemps. Donc, on peut, jusqu'à 30 ans, c'est pas 30 ou même 35 ans, c'est moins gênant de faire du 50 nage libre. Et par contre, ça va être un peu plus rare de voir quelqu'un qui fait, on va dire, du 400 mètres nage libre et qui a 35 ans et qui est toujours au plus haut niveau. Ça, c'est un peu plus rare. Souvent, les personnes un peu plus âgées, ils vont plutôt spécialiser dans les courtes distances parce qu'en fait, il faut un peu moins d'entraînement et plus de masse musculaire, plus d'explosivité. Et puis, c'est aussi l'expérience parce que les 50, c'est vrai qu'il faut faire très peu d'erreurs. Donc, souvent, c'est les personnes, on va dire, les plus expérimentées et les plus âgées qui sont souvent un peu plus, qui sont meilleures. Ok, c'est marrant parce qu'en fait, du coup, c'est complètement l'inverse, quoi. Ça veut dire qu'au plus t'es âgé, au plus tu as acquis une bonne technique et donc t'es capable de... C'est ça, ouais. T'es capable de mieux performer sur du court parce qu'au plus c'est court, au plus c'est technique parce qu'effectivement t'as moins de marge d'erreur, quoi. Ça, et puis à 35 ans, souvent on est quand même un peu moins capable d'enchaîner tous les kilomètres à l'entraînement, toute l'intensité. Et ça, on va être un petit peu moins capable de tenir sur des 400 mètres, 800 mètres à cet âge-là. C'est marrant parce parce qu'en même temps, en général, on a tendance à dire que au plus t'es âgé, au plus tu tiens sur du long. Bon, ici, on parle pas vraiment de long, on parle de court. Ouais. Court un peu plus long, mais enfin bref. Plus très très long. Est-ce que cette théorie, elle est valable aussi sur de l'eau libre? Alors sur l'eau libre, je réfléchis, mais je crois pas connaître de très très vieux, on va dire, qui font de l'eau libre et qui sont dans le top 5 mondial. Après, il y a toujours des exceptions. Mais de manière générale, l'eau libre, on va dire que la moyenne, je pense qu'ils ont 27 ans. 25 ans, voire même plus jeunes. Il y a quand même des très jeunes qui sont aussi très bons en eau libre. Ouais, mais donc c'est marrant en fait. La natation,
Enfin, ouais, sauf, ouais, donc c'est vraiment un rapport complètement inversé, quoi. Après, l'eau libre et le bassin, ça reste quand même assez différent quand même. Oui, c'est des disciplines, ouais. Ouais, tout à fait. Enfin, bah, c'est comme comparer je sais pas, de l'athlétisme du marathon. Enfin, tu vois, je veux dire, du 400 mètres et du marathon. Enfin, ouais, tu cours, mais c'est plus les mêmes sports. Ouais, je voulais te demander, c'est marrant que tu dises que justement tu bornes beaucoup pour faire des 200, des 400. Est-ce que c'est véritablement une obligation de borner beaucoup et voire même de borner encore plus? Je sais qu'on avait reçu sur ce podcast un triathlète qui nous disait que il y a une année il s'est mis à faire des 35, 40, 50 bornes par semaine et finalement ça l'a plus épuisé qu'autre chose. Alors forcément c'était pas un nageur comme toi, mais en tant que nageur, est-ce que borner beaucoup ça apporte véritablement quelque chose dans ta technique de nage, dans ta qualité de nage, dans ton rapport avec l'eau, dans je sais pas, dans ta glisse, ou est-ce que c'est aussi peut-être un peu pour vous rassurer que tout va bien se passer? Parce que juste après, tu nous disais aussi que plus on vieillit, entre guillemets, moi j'ai déjà un certain âge, alors ça me fait marrer d'entendre des vieux de 27 ans, tu vois, mais plus on vieillit et plus on va aller vers des épreuves plutôt courtes parce que on a acquis une certaine technique, mais en même temps, on n'a plus forcément la capacité ou l'envie de faire des gros entraînements. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que j'ai deux avis sur la question. Je pense que le fait de borner, ça apporte aussi déjà ça apporte tout simplement de l'endurance. Même sur du 200 mètres, il y a le retour qui est aussi très important. Donc, il y a souvent la première partie de course où, on va dire, tous les nageurs vont nager à peu près à la même vitesse. Mais souvent, ça joue, voilà, sur la deuxième partie de course, sur la capacité à relancer. Et sur cette capacité à relancer, en fait, faut avoir tout simplement de l'endurance. Et pour ça, pour avoir de l'endurance, faut borner à l'entraînement. Faut avoir fait quand même pas mal de kilomètres. Avoir un bon système aussi aéro. Donc, ça permet aussi d'enchaîner les courses. Parce qu'en natation course, il y a les séries. Après, on enchaîne avec les demi-finales. Après, on a les finales. Donc, on peut vite commencer à vite enchaîner les courses. Donc, ça permet aussi de mieux récupérer. Mais par moment, ça dépend aussi des profils des nageurs. Je sais que moi, il y a une période où justement, c'était la période du Covid, où à ce moment-là, j'avais beaucoup moins nagé et j'avais fait justement beaucoup plus de préparation physique, donc de musculation. Et 2 mois après, j'avais repris l'entraînement et j'avais fait tous mes meilleurs. Donc, que ce soit même sur 200 mètres ou même sur du 100 mètres. Donc ça pouvait s'expliquer par le fait que j'avais pris aussi un peu plus de masse musculaire, que j'avais pris un peu plus de force. Mais par contre, j'avais moins d'endurance. Sur le 400 mètres, j'aurais pas pu tenir du 400 mètres sans avoir trop borné, justement. Mais sur du 200 mètres, par contre, c'est vrai qu'il faut quand même garder un bon kilométrage sur la semaine. C'est intéressant parce que du coup, effectivement, tu dis c'est le 200 mètres, par exemple. T'as 100 mètres, t'as un premier aller-retour où tout le monde est plus ou moins à la même vitesse et puis la course commence après, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est vraiment sur la deuxième partie de course où on peut voir les différences. Après, il y a toujours des profils qui vont avoir tendance à partir vite au début et puis essayer de maintenir un petit peu cette avance jusqu'à la fin. Mais de manière générale, ça va jouer souvent dans le dernier 50 mètres sur cette capacité à relancer, à accélérer. Là où les autres vont peut-être craquer, celui d'à côté, il va peut-être essayer de relancer et puis en remettre encore pour toucher devant. Ok. Et par rapport au 100 mètres, c'est comment le 100 mètres nage d'ailleurs? Et le 100 mètres, par contre, ça va être un peu plus du sprint. Donc là, faut partir vite mais revenir aussi très vite. Donc là, par contre, il faut avoir une endurance de vitesse pour la meilleure possible. Ok, et quand tu dis 4 nages, explique-nous peut-être un peu comment ça fonctionne. Le 4 nages, donc là, 200 mètres 4 nages, c'est première longueur en pape, après deuxième longueur en dos, j'enchaîne avec la brasse et le crawl. Et ça, c'est toujours pareil. Et puis au niveau des entraînements, sur des entraînements, on va dire un peu type 4 nages, moi on va dire aujourd'hui, j'en fais que 3 par semaine. Donc je suis plus focus sur le 200 mètres nage libre et sur le crawl en général que le 4 nages. Mais le 4 nages m'en sert justement en complément du crawl et le crawl en complément du 4 nages. Parce qu'en fait, il peut y avoir des nages aussi qui peuvent être complémentaires, comme le papillon par exemple, qui va venir apporter un peu plus de puissance, un peu plus de force pour le crawl ou même les autres nages. Et donc le 4 nages, faut essayer de varier au maximum, on va dire, les nages en entraînement et puis être assez bon sur toutes les parties, on va dire, techniques de transition de nage. Entre le pape dos, dos brasse, tous les virages comme ça reste assez technique, mais au niveau variation de vitesse, c'est vrai que ça reste un peu plus, ça reste assez différent. Ouais. Tu disais que tu faisais du 100 mètres 4 nages? 200 mètres 4 nages. Ah, donc c'est 200 mètres 4 nages, 200 mètres crawl. C'est ça. Moi, je fais aussi un peu de 100 mètres 4 nages en bassin de 25, mais ça reste une petite période, donc j'en fais. Oui, d'accord, parce que j'ai bugué, en fait. Je me disais, 100 mètres 4 nages, j'ai fait comment? Ok. Ok, d'accord. Mais oui, effectivement, c'est vrai que t'as les transitions. En fait, on n'y pense pas forcément, tout simplement parce que j'ai jamais fait ça, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. En fait, t'as des transitions à travailler, quoi. Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, il y a des transitions à travailler et puis souvent ça fait augmenter quand même pas mal les pulses de passer de la brasse au crawl parce que c'est pas du tout le même rythme. Sur la brasse, on va être sur un tempo beaucoup plus lent, beaucoup plus en force et le crawl qu'on va relancer, on va mettre beaucoup plus de rythme. Donc c'est justement sur ces parties de changement de rythme où faut essayer de travailler ça. Alors attends, on parle des transitions, j'en profite, j'ai un nageur. Déjà, tu vas peut-être pouvoir rapidement passer avec nous en revue les transitions, même si en audio c'est peut-être pas forcément facile, mais toi tu connais ça, les yeux fermés sur le bout des doigts. D'ailleurs, ça me fait venir une idée, il faudra qu'on parle éventuellement visualisation, etc. Est-ce que tu travailles ces choses-là? Mais passer très rapidement en revue les transitions, et puis notamment la transition de dos. Enfin moi déjà, je dois être le seul mec, quand je fais 50 mètres d'eau, en fait dans le bassin j'en fais 100 parce que je fais des diagonales, mais à quel moment tu te tournes pour faire ton virage? Alors à quel moment je tourne? Au moment où il y a les drapeaux. Donc ça va donner une indication pour savoir à quel moment je vais tourner. Et souvent moi personnellement, dès que j'arrive au drapeau, je vais commencer par faire 2 coups de bras. Et c'est à ce moment-là où je vais faire ma rotation dos brasse par exemple. Donc en fait après c'est des automatismes et on a tellement l'habitude qu'on a presque même plus besoin de compter les coups de bras et on sait directement qu'on va arriver à ce moment-là et qu'on va tourner. En fait, on connaît tellement notre corps et on connaît tellement aussi la longueur que ça devient un automatisme et on s'en rend même plus compte. Et est-ce que ça change suivant les bassins? C'est-à-dire, tu changes de bassin, tu vas pas forcément avoir les mêmes drapeaux et pas forcément les mêmes repères. Alors j'imagine que toi tu es toujours dans des bassins où il y a des drapeaux, mais s'il y a pas de drapeau, tu te repères à l'échelle, tu te repères au petit morceau de rouge sur la ligne quand tu arrives près du bord. Enfin, mets-toi à la place de notre audience qui est plutôt des triathlètes, pas forcément des nageurs. Comment est-ce qu'on peut organiser tout ça? Alors soit il y a les bouchons, normalement dans chaque bassin il y a des petits bouchons qui sont situés soit aux 5 mètres soit aux 15 mètres, donc c'est un petit bouchon rouge. Souvent jusqu'aux 5 mètres c'est que du rouge et après aux 15 mètres il y a un seul bouchon rouge, donc là ça donne une indication justement sur à quel endroit on est. Ou sinon on se repère tout simplement soit au niveau des fois il y a des échelles, soit au niveau du plafond, on peut se repérer aussi, ou alors au niveau des coups de bras. C'est un peu plus compliqué, mais c'est aussi possible de se repérer au niveau. Ouais, il faut bien se connaître aussi quoi pour les coups de bras. Et quand tu dis les bouchons, c'est les bouées, hein, c'est les. Ouais, c'est au niveau des lignes d'eau. Au niveau des lignes d'eau, il n'y a pas tout à fait les mêmes couleurs au niveau des bouchons. Et c'est ça. On peut se repérer ici. Après, ça dépend des bassins. Des fois, il y a. Je savais pas qu'on appelait ça un bouchon du coup, mais. Du coup, toi, tu t'es spécialisé là-dedans, dans le 200 mètres. Tu te vois rester comme ça sur le 200 mètres, ou bien tu te dis avec l'expérience, je vais passer sur du 100 ou du 50, je sais pas. Non, pour le moment, je pense que je vais rester sur le 200 mètres parce que c'est là où je me sens le mieux, c'est là où je connais le mieux la course et c'est là où on va dire je suis le meilleur par rapport à d'autres distances. Donc pour le moment, je vais me focaliser plutôt sur ça jusqu'au jeu, parce que c'est un peu là où je vais essayer de me qualifier, parce que c'est vrai qu'il y a des temps de qualif et puis l'objectif en fait c'est que tout au long de l'année c'est de répéter des allures de course, répéter une stratégie de course pour que le jour J en fait on soit le mieux préparé possible. Donc souvent on garde quand même souvent les mêmes courses et les mêmes disciplines de course tout au long de l'année. Ok, bon on va revenir évidemment sur ton palmarès et tes objectifs et tout ça, mais d'abord pour rester sur l'entraînement, tu disais que tu faisais aussi du renforcement musculaire. Il y a d'autres choses que tu fais en termes d'entraînement croisé. Je sais pas, tu fais peut-être un peu de vélo, un peu de course à pied de temps en temps ou pas du tout? Vélo, on en fait un petit peu, ouais. On en fait un petit peu sur les séances de muscu, mais on va le faire un petit peu on va dire en dissocié. Donc on va alterner, par exemple, on va faire des circuits training. Typiquement le lundi, souvent on fait un circuit training où on va enchaîner 8 minutes de vélo à une intensité, on va dire un petit peu élevée. Après, on va commencer à faire de l'arraché, épaulé, enfin tout ce qui est des mouvements d'haltérophilie. Après, on va changer, on va faire un petit peu de rameur, 8 minutes de rameur. On va enchaîner avec des tractions, par exemple. Mais de manière générale, on fait quand même pas trop de course à pied ni de vélo. Ou alors vraiment en récup, ou si on est blessé, là par contre, on se sert justement de ça pour garder un petit peu pour garder la forme. Oui, et quand tu dis du vélo, pour toi, c'est le vélo en stationnaire, ouais, c'est ça. la piscine, quoi. Ouais, on prend jamais notre vélo pour aller faire un tour en dehors de la structure. Pourquoi? Parce que ça a pas de valeur ajoutée, ou parce que c'est trop risqué que vous fassiez une mauvaise chute? Parce que je pense qu'il y a moins de valeur ajoutée pour nous la natation. Ça reste mine de rien un sport quand même de sensation. Et si par exemple on va louper une journée d'entraînement dans l'eau, le lendemain on sait qu'on va pas forcément avoir les mêmes sensations. Ah ouais? Typiquement si je m'arrête 3 jours sans nager, quand je vais reprendre on va dire le lundi matin, je vais pas avoir tout à fait les mêmes sensations. Il va me falloir encore un entraînement supplémentaire pour retrouver mon rythme, pour te remettre dedans. Pour me remettre dedans et après je vais être bon que le mardi matin. Ok, c'est dingue parce que je pense que la plupart des triathlètes
Bon, sauf ceux qui sont vraiment dans du haut niveau, mais la plupart de nous, je pense que les 3 jours sans natation, ils sont fréquents, quoi. Parce que du coup, ça veut dire que nous, on n'a jamais les sensations, quoi. On est toujours, on a toujours oublié le travail qui a été fait. Ouais, oui, non, ça dépend, mais c'est sûr que le fait de s'arrêter, en tout cas pour nous, on voit quand même la différence. Après, vous voyez peut-être pas la différence, vous, si vous vous arrêtez peut-être 2 jours ou même 3 jours. Mais c'est vrai que nous, on s'en rend compte surtout au niveau des temps. Quand on va prendre une allure de course sur un 50 mètres, on va s'en rendre compte sur le temps que le coach il nous donne. Et on va voir qu'on a une moins bonne sensation, qu'on est un petit peu moins, moins bon dans l'eau, tout simplement. Non, mais après, Après, ça reste vraiment des petits détails. C'est pas non plus, je parle pas non plus d'une grosse sensation où j'ai l'impression de plus avoir d'appui. Ça reste, on va dire, très léger quand même. Non, bien sûr. Et puis, je pense que si t'arrives aussi à un niveau où, quand tu parles de sensation, c'est tellement minime, en fait, que toi, tu le sens, mais je veux dire, moi, je serais incapable de dire, ah oui, je le sens bien, parce que voilà, tu vois, je suis moins conscient de ces petites choses-là. Mais voilà, ça, c'est comme dans tous les sports, tu vois, et en fonction de ton niveau aussi, au plus t'as un niveau élevé, au plus tu vas voir que, ces petits gains marginaux que tu vas aller chercher ou que tu vas perdre, tu t'en rendras compte beaucoup plus rapidement. Là où quelqu'un avec un niveau plus moyen, il s'en rendra pas forcément compte parce qu'en fait, c'est des pourcentages qui sont tellement minimes qu'en fait, ça passera inaperçu, quoi. C'est ça. Je voulais revenir aussi sur, tu disais que tu es à l'INSEP. Olivier t'avait posé la question aussi, à quel moment tu avais switché au niveau scolaire. Donc j'imagine pour les Français qui nous écoutent que tu étais en sport-études, dans un sport-études adapté. C'est ça, ouais, on peut dire un petit peu sport-études. Donc là, je suis en école de commerce, donc en 4e année d'école de commerce, en master, et je suis sur un programme, on va dire, en ligne. Donc c'est l'EM Grenoble qui propose ça. Et en fait, je fais tous mes cours à distance, donc j'ai des visions, on va dire, tous les jours, très régulièrement. Et là, je me connecte avec le professeur, et puis en fait, il m'envoie tous les travaux de groupe à faire, tous les devoirs à rendre, et puis j'ai des deadlines, et puis c'est comme ça que je peux un peu travailler. Mais ça, je le fais que depuis 2 ans. Avant, j'étais dans un cursus, on va dire, normal. Donc, j'allais en cours comme un étudiant normal, sauf que je loupais plus de la moitié des cours. Donc là, c'était à moi de m'adapter et puis essayer de trouver des moments où je pouvais travailler en solo pour justement rattraper tout ça et puis valider à chaque fois l'année. Ouais, t'étais pas dans un établissement particulier qui te propose des horaires aménagés. Alors je sais pas, je sais que ça existe dans le foot. Moi, je sais que j'avais fait ça à un moment pour le judo, où t'as des jours où t'as des plages de cours juste le matin et puis l'après-midi t'es libéré pour aller t'entraîner. Bon, pour les nageurs, quand vous nagez 2 fois, il y a aussi certaines personnes, des fois les cours commencent qu'à 10h, comme ça leur laisse le temps de nager le matin, prendre un bon petit déj, aller en cours et puis ils finissent à 15h pour remettre le couvert. Toi, t'étais pas dans un établissement comme ça. T'étais dans un établissement entre guillemets classique qui essayait de trouver une solution pour s'adapter à toi. Moi, j'étais dans un établissement classique et puis quand j'ai commencé à faire des entraînements bi-quotidiens, donc c'était au lycée. Et au lycée, en fait, c'était donc je m'entraînais jusqu'à, on va dire, 9h. Et puis j'allais en cours à 9h30 pendant que les autres avaient déjà commencé les cours à 9h. Donc souvent, j'arrivais en plein milieu du cours pour pouvoir commencer le cours. Et après, je repartais souvent à 14h40, souvent aussi en plein milieu du cours, pendant que les autres refaisaient encore 1 à 2 heures, voire 3 heures de cours en plus. Et là, en fait, c'était plus un aménagement dans le sens où ils acceptaient, où ils autorisaient le fait que je puisse partir, faire du sport et louper les cours. Et c'était un aménagement dans ce sens-là, quoi. Ok, c'est simple, c'est pas mal comme comme mode de vie finalement. Ça te permet effectivement de pouvoir investir dessus, parce que j'imagine que tu te dis, comme tout sportif de haut niveau, tu te dis là oui, je suis au niveau, maintenant ça va pas durer. Alors en natation, bon, tu pourras quand même aller sur des distances un peu plus courtes, mais bon, ça va pas durer toute ta vie non plus. C'est quoi d'ailleurs l'âge de la retraite entre guillemets pour un nageur pro? Ouais, souvent c'est la trentaine. Ouais, ok, bon. Ça dépend du niveau, mais souvent à 32 ans, on en voit déjà un petit peu moins. C'est ça. Bon tu vois, moi j'y arrive, et Hermano, ça fait déjà longtemps qu'il serait pensionné. Mais donc non, mais même pour toi, je veux dire, ça te laisse plus que 10 ans, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça que je fais aussi des études, c'est justement pour aussi l'après-carrière et j'anticipe aussi un petit peu ce côté après natation où je vais me retrouver aussi avec beaucoup plus de temps, où je vais avoir entre guillemets une vie un peu moins sportive, même si je vais continuer à faire du sport, mais j'aurai moins d'entraînement, et donc là je serai dans la vie, on va dire, dans la vie active. Ouais. Et t'es pas footballeur non plus, quoi. C'est-à-dire, alors je sais pas combien gagne un nageur olympique, mais j'imagine que ce sera pas forcément suffisant que pour tu vois vivre
le restant de ta vie sans faire grand chose, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ça dépend des nageurs, mais c'est vrai que c'est aussi pour le côté, enfin, avoir quelque chose d'après, parce que c'est vrai qu'en fait, on se retrouve avec tellement de séances d'entraînement, on est tellement structuré dans notre quotidien que souvent après, quand on arrête la natation, on se retrouve à dire waouh, là j'ai trop de temps, je sais plus trop quoi faire et on tourne, limite, on peut vite avoir l'impression de tourner en rond. Donc c'est surtout pour avoir ce côté-là de j'ai quelque chose, j'ai un quotidien et puis ouais, c'est surtout pour ça. J'ai bien aimé le tourner en rond. Après avoir compté les carreaux comme un hamster dans un bassin, t'as l'impression de tourner en rond parce que t'arrêtes de nager. Et justement, ça m'ouvre les portes vers une autre question. Tu nous as parlé de ton coach, tu nous as dit le coach. Comment tu gères tes entraînements? Est-ce que c'est encadré? Est-ce que t'as combien de coachs? Vous communiquez comment? Enfin, voilà, en triathlon, c'est pas rare que les athlètes aient 1, 2 ou 3 coachs, parfois un coach par sport, parfois il y a aussi un coach alimentation qui vient se rajouter, etc. Comment ça se passe pour les nageurs de haut niveau et d'autant plus quand t'es intégré à l'INSEP? Donc t'as toute la structure. J'imagine que si tu veux, tu peux avoir 15 coachs, chacun avec une spécificité particulière. Alors, ouais, 15 coachs peut-être pas, mais en tout cas, on a un préparateur physique qui s'occupe de tout ce qui est la préparation physique, tout ce qui est le travail, on va dire, en dehors de l'eau. Après, on va avoir un seul coach, donc ça va être celui qui va nous accompagner, on va dire, au quotidien sur toutes les séances. Et en fait, on a un groupe, là, actuellement, on doit être 7 ou 8, où on est à peu près, où il y a des dossistes, il va y avoir des crawlers, des personnes qui font du 100 mètres, d'autres qui font du 200, 400 mètres. Et à chaque fois, tous les jours, c'est tout le temps le même coach et c'est lui qui vient structurer notre entraînement. Donc après, ça passe par un dialogue avec lui pour savoir un petit peu comment on va s'organiser tout au long de l'année, comment on va organiser les séances. Et puis, c'est lui qui gère en fait la majorité des séances et qui vient nous dire. Tous les matins, on arrive et puis on a la séance qui est le coach qui a déjà préparé la séance, qui nous l'explique. Et puis à ce moment-là, on fait la séance et puis après, on individualise, on va dire un petit peu. S'il y en a qui sont un peu plus sprinters, d'autres un peu plus, qui font un peu plus de long, mais souvent on fait à peu près tous la même séance avec le même coach. Et après, on peut avoir aussi un diététicien qui peut aussi nous accompagner. On a aussi les kinés qui nous accompagnent pour toute la partie récupération. Donc, sur ce point de vue-là, on est quand même assez bien accompagné. Ouais. Tu parles de nutrition justement. Comment, c'est quoi la nutrition d'un nageur? Parce que c'est différent d'un triathlète. Enfin, tu connais peut-être pas celle du triathlète, du coup, j'en sais rien, mais mais ça se passe comment pour toi? C'est quoi tes plans de nutrition? Alors, c'est manger pas mal. Parce que mine de rien, j'imagine, tu comptes un peu les calories ou pas? Non, pas du tout. Non, par contre, je suis pas du tout dans ce registre-là à compter les calories. Mais c'est vrai que vu qu'on dépense pas mal de calories au quotidien, moi personnellement, je mange quand même pas mal. Mais après, je fais pas forcément attention, on va dire, à la quantité. Mais j'essaye par contre de manger, on va dire, assez correctement. Donc avoir féculents, protéines, des légumineuses, varier au maximum. Après, je sais que, nous en tout cas à l'INSEP, on a un self. Et là, par contre, il y a tous les sportifs qui y sont, et ça reste assez varié. Donc, il y a du poisson, de la viande, et puis à ce moment-là, chacun fait un peu comme il veut, mais il n'y a pas de plan diététique très précis. Sauf si à un moment de la période où je vais essayer de prendre un peu plus de masse, là, par contre, je vais essayer de voir avec la diététicienne si je vais pas essayer de manger un peu plus, prendre un peu plus de protéines, mais autrement, tout au long de l'année, je reste un peu près pareil. Après, il va y avoir aussi en amont juste des compétitions. Donc, souvent, je vais faire en amont les compétitions. Ouais. Il y a 2 grosses compétitions dans l'année qui sont, on va dire, importantes. Et c'est à ce moment-là où je peux essayer de faire une petite sèche. Après, tout au long de l'année, on reste quand même assez sec. Donc, il y a le diététicien, puis on a aussi la machine où on prend notre masse graisseuse, où on a un peu toutes ces indications sur la masse corporelle, sur la masse musculaire. Et après, avant les grosses compétitions, le but, c'est d'essayer d'être un petit peu, on va dire, pas le plus sec possible, mais d'avoir une masse graisseuse, on va dire, assez faible, et puis une masse musculaire un peu plus élevée. C'est quoi la masse graisseuse pour un nageur? C'est 7-8%. Finesse. Bon, je suis un peu plus qu'au double. Donc là, je suis servi pour l'hiver. Là. Déjà, je suis pensionné, hein, et puis en termes de masse graisseuse, c'est foutu. Après, ça dépend des profils. J'imagine que. Après, voilà, c'est ça. J'imagine que ça va dépendre de vos spécialités aussi. Peut-être qu'un crawler sur 50 mètres, il va avoir une masse musculaire beaucoup plus importante, et peut-être que ça va jouer aussi sur sa masse grasse. Ouais, totalement. Ouais, les sprinters, souvent, ils sont un peu plus secs et puis ils ont une plus grosse masse musculaire. Après, ceux qui vont faire un peu plus de fond, ils vont peut-être avoir une masse graisseuse un petit peu plus élevée. Donc ça dépend. Et puis un peu moins de muscles en tout cas. Et pourtant, en natation, s'il y a bien un sport dans lequel la graisse, elle peut t'aider, c'est la natation. Ça te permet d'avoir une meilleure flottabilité et éventuellement, pour ceux qui feraient de la nage en eau libre, ça permet aussi de résister un peu mieux aux températures
aux températures un peu trop froides. Enfin, je veux dire, ça pas mal de nager possible. Tu regardes les gars qui font la traversée de la Manche, par exemple, à la nage, en général, ils vont plutôt essayer de prendre la masse graisse. Ouais. Pour justement ne pas avoir froid, ouais. Et je me souviens de cette photo. Alors, j'ai pas du tout, je suis très mauvais moi, pour suivre l'actualité sportive, tout ça, mais je me souviens d'une photo d'un nageur, à Tokyo qui était un petit peu grassouillet, justement. Je sais plus s'il était philippin ou un truc comme ça, mais, enfin, j'ai cette image, en tout cas, de ce gars-là. Je sais pas si tu vois de qui il s'agit, mais, en tout cas, un nageur olympien qui était justement un petit peu grassouillet. On se disait, attends, c'est bizarre. Et pourtant, il était à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ouais, il y en a quelques-uns qui sont aussi un peu plus grassouillés que d'autres, mais après, ça dépend des profils. Après, c'est vrai que aussi à l'entraînement, typiquement, à l'entraînement, faut pas forcément être trop sec justement pour encaisser la charge d'entraînement. Il y en a qui, dès qu'ils vont être trop secs, ils vont pas avoir d'énergie et puis enfin, sur les séances d'entraînement, ils vont avoir beaucoup plus de mal à les finir. Donc, c'est vraiment on va dire un ratio à trouver, un équilibre à trouver entre être sec, mais à la fois pas non plus trop gros. Mais souvent, on est rarement trop gros. Et puis, faut trouver le juste milieu. Des fois, il y en a qui se sentent mieux en ayant une masse graisseuse supérieure parce qu'ils se sentent plus forts, ils se sentent ils ont une meilleure énergie tout simplement. Donc, en fait, ça dépend les profils. Et même au niveau des compétitions, souvent, on peut même être un peu plus gras. Moi, je sais qu'il y a des compétitions où j'étais, on va dire, un petit peu plus gras, mais pour autant, je faisais mes meilleurs temps. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, on n'est pas trop pénalisé sur ça. Et ce juste milieu, cet équilibre, c'est toi qui le trouves ou justement ça va être un peu le staff qui va t'aider à trouver le bon équilibre? Est-ce que ton coach a son mot à dire? Enfin, il a certainement son mot à dire, mais est-ce qu'il te le dit? Est-ce qu'il te dit tiens, là pour dans 3 semaines, on va rentrer dans un gros cycle de charge, tu ferais bien de carburer un peu plus au niveau du coup de fourchette parce que un petit peu plus de gras, ça ferait pas trop de mal? Ou est-ce qu'au contraire, ça c'est vraiment un sujet qui est laissé à votre propre appréciation? Ouais, il y a le coach qui peut t'orienter un petit peu, mais de manière générale, c'est chacun fait un peu comme il le sent. Et puis après, c'est surtout au niveau du ressenti. C'est vrai qu'on commence aussi un petit peu à se connaître, donc après, on sait à peu près que on sait à quel moment on va être bien, on sait à quel moment il faut aussi essayer de faire attention et manger un peu plus sainement. Mais après, c'est vraiment le ressenti de chacun. Et ce côté masse graisseuse, c'est un peu lié au régime cétogène, par exemple. Enfin, tu vois, du fait que de se dire, au plus je vais être sur du long, au plus mes zones d'intensité vont baisser, et donc au plus je vais aller chercher je vais aller chercher mon énergie dans les lipides plutôt que dans les sucres, enfin dans les glucides. C'est lié un peu à ça, le fait que tu dis les sprinters ils sont plutôt secs et quand tu vas sur du long, on a un petit peu plus de masse graisseuse. Ça peut être un petit peu lié à ça. Après, c'est aussi peut-être une question aussi de génétique. Il y en a qui vont être naturellement un peu plus secs que d'autres, sans pour autant faire plus attention. Ils vont peut-être même manger beaucoup plus alors qu'ils sont beaucoup plus secs. Donc ça va dépendre aussi de la génétique. Et puis après, ça dépend aussi un petit peu de la spécialisation de la distance. Mais de manière générale, nous les nageurs, je sais qu'on fait pas forcément très attention, on va dire, à la masse graisseuse, même si on essaye quand même de garder peut-être une petite indication. En fait, on est tellement tout le temps stable, quasiment tout au long de l'année, que c'est rare qu'il y ait un moment où on va se dire là, faut qu'on descende beaucoup plus. Souvent, qu'on est à 7%, on n'a pas non plus une grosse marge, on va pas descendre forcément à 5%, quoi. On est déjà assez bas, donc ouais, là tu perds 100 grammes, tu perds un os. Et tu dis c'est un peu toute l'année la même chose. Il y a une saisonnalité dans la natation en piscine ou pas? Ouais. Alors souvent on a des pauses au mois de décembre, donc pendant la période de Noël. Là à ce moment-là, on va avoir 10 jours de pause. Donc ça peut varier, mais de manière générale, c'est 10 jours de pause. Et après, on va avoir une coupure au mois d'août. Donc de août on va dire du 1er août jusqu'au 1er septembre. À ce moment-là, on va avoir, c'est la plus grosse coupure de l'année. Après, ça dépend des périodes. Et quand tu dis coupure, c'est zéro natation ou vous avez une coupure d'entraînement, après tu vas quand même titiller les bassins? Non, c'est zéro natation. Ouais. Pendant un mois, c'est vraiment zéro natation. C'est là où on fait la plus grosse coupure, où on souffle un petit peu et puis souvent, c'est même rare qu'on mette un pied dans l'eau, quoi. À part pour aller à la mer et puis patauger un petit peu, mais bon. Et attends, parce que tout à l'heure, tu nous disais, quand tu nages pas pendant une journée, il te faut facile 2 entraînements pour, la journée d'après, puisque tu fais du bi-quotidien, donc 2 entraînements pour ressentir les sensations. Quand tu nages pas pendant 15 jours à Noël et pendant un mois au mois d'août, c'est comment? Il te faut quelques jours, presque une semaine pour te remettre dans le bain, pour ainsi dire? Faut beaucoup plus. Le 1er septembre, je dirais 2 mois. Faut 2 bons mois parce que souvent on reprend un peu progressivement, on va commencer à faire un petit peu de préparation physique où on va se remettre en forme. Donc à ce moment-là, on est peut-être aussi un petit peu moins en forme.
Donc c'est pour ça qu'on va aussi faire. Donc, voilà, c'est peut-être la seule période où par contre on peut courir autour d'un stade, faire un travail, on va dire, un petit peu plus en dehors de l'eau. Et progressivement, on va commencer à mettre de plus en plus de séances dans l'eau. Et ça se fait vraiment progressivement. Et au bout de 2 mois, c'est là qu'on commence, on va dire, à retrouver le niveau de l'année précédente. Est-ce que le mois d'août pour toi, du coup, c'est en fait c'est le moment où tu retrouves un peu une vie normale entre guillemets et où tu te permets quelques excès, ou bien ça reste quand même assez contrôlé? Non, souvent le mois d'août, c'est là où je souffle un petit peu et puis je peux me permettre un peu plus d'excès, je peux me permettre de manger tout ce que je veux, c'est vraiment là où je fais une vraie coupure et puis c'est ça, je fais une vraie coupure au mois d'août, c'est ça. Ouais, mais après j'imagine que ça fait du bien aussi et c'est nécessaire. Rien que pour s'aérer aussi un peu. C'est nécessaire pour le mental, quoi. Pour le mental de pouvoir faire une coupure pour justement être en forme le 1er septembre. Mais du coup, t'as pas de, moi j'imagine, y a pas de course en septembre. En fait, c'est quand les courses, les compètes pour toi? Souvent la première grosse compète, ça va être les championnats de France et c'est au mois de décembre. Donc avant, on va peut-être avoir 2-3 petites compètes, mais c'est juste des petites compètes histoire de juger un petit peu son niveau. Mais autrement, ça commence au mois de décembre. Ok, championnat de France en décembre et après le reste de l'année, j'imagine, tu reprends. C'est quoi? C'est à partir de février à juillet, quoi. Ouais, c'est ça. On va dire février, mars, février, mars, on commence à avoir aussi pas mal de compètes. Janvier, ça va être peut-être une période où on va avoir un petit peu moins de compètes, où souvent on va placer un stage. Donc souvent on fait un stage à l'étranger pour justement retravailler un petit peu. Et après février, mars, on attaque les compètes. Et quand tu dis je fais un stage à l'étranger, c'est quoi l'intérêt d'aller à l'étranger? C'est l'altitude? Ça peut être soit l'altitude, soit changer d'environnement. Parce que c'est vrai qu'on s'entraîne toute l'année dans la même piscine et c'est surtout, d'un point de vue, d'un point de vue mental, c'est surtout ça. Parce qu'en termes de séances pures, on garde tout le temps à peu près le même kilométrage. À la rigueur, on va peut-être faire un peu plus de kilométrage en stage, mais le quotidien, ça reste à peu près pareil. On a 2 séances dans l'eau, puis une séance de muscu, ça reste assez équivalent. Oui, parce que le stage en triathlon, je comprends bien. C'est des nouvelles routes d'entraînement à vélo, à pied aussi, etc. Mais c'est vrai que le climat, une 50 mètres. Une 50 mètres ici, une 50 mètres au bout du monde, ça reste 50 mètres. Ça reste 50 mètres. mais tu sens la différence quand tu t'entraînes à altitude. Par contre, ouais, on sent directement la différence. C'est vrai qu'à chaque fois, souvent, il nous faut une bonne semaine pour essayer de s'adapter. Typiquement, je sais que quand j'allais à Font-Romeu, les premières séances, j'avais du mal j'avais quand même plus de mal à respirer. Les coulées, dans l'eau, on a souvent tendance à faire 15 mètres de coulée sous l'eau. Là, par contre, si on faisait, souvent les premiers jours, on fait 5 mètres de coulée, on ressort vite et puis on respire. Ah ouais, d'accord. Ok. Et ton Font-Romeu, c'est quelle altitude? 1850. 1850. Ah ouais, quand même. Ok. Parce que tu vois, j'ai été nager il y a pas longtemps en piscine à Briançon. C'est 1300 mètres. C'est vrai que j'y avais pas forcément réfléchi, mais c'est peut-être pour ça. Alors, soit c'est parce que j'avais pas nagé depuis un moment, soit c'était l'altitude, je sais pas, mais c'est vrai que ça. Ouais, c'est vrai que tu le fais un petit peu, j'avais pas forcément... Enfin, tu vois, autant je m'étais fait la réflexion pour la course à pied, j'étais allé faire du trail, là, ouais, je le sentais. Parce que ça grimpe plus qu'en Belgique, et deux, parce que ouais, l'altitude, y a rien à faire, tu prends un moment pour tes victimes. C'est vrai que j'avais pas pensé à la piscine. Mais c'est le cas aussi, en fait. Tu notes, organiser un stage, devenir triathlète à Font-Romeu avec notre audience, ça peut être sympa. On se note ça. On parlait Hermano parlait de visualisation tout à l'heure. C'est ça. Est-ce que ça rentre aussi dans tes techniques d'entraînement? Est-ce que y a tout un pan préparation mentale et forcément avec la préparation mentale, on parle aussi souvent de visualisation. Est-ce que ça rentre en jeu pour toi? Ouais, totalement, ouais. Donc moi là, je suis accompagné par un préparateur mental depuis ça va faire 4 ans, il me semble. Et puis en fait, il t'accompagne dans ton quotidien, il te donne aussi quelques techniques pour travailler ton mental. Donc ça passe par la visualisation, ça passe par, on va dire, des techniques d'ancrage où on va essayer de créer une émotion à un moment voulu. Et toutes ces techniques, en fait, on essaie de les travailler au quotidien pour être bon le jour J. Donc ça va être aussi sur la gestion du stress, sur les gros événements, essayer d'être, on va dire, le moins stressé, le moins stressé possible pour être le plus fit possible et être dans les meilleures conditions. Ça va être, par exemple, tout ce qui est stratégie de course. Donc, faire une visualisation sur la stratégie qu'on va mettre en place le jour J. Donc, typiquement, si on a une stratégie, on va essayer de partir assez relâché, assez fort ou accélérer à tel moment. Et à ce moment-là, moi, je sais que je fais la visualisation et puis je me répète cette course, la course idéale mentalement. Et puis après, je vais essayer aussi de me préparer un petit peu à toutes les éventualités que je peux avoir
le jour de la compétition, à toutes les éventualités qui peuvent bien se passer comme mal se passer. Typiquement, un moment où je vais pas avoir réussi à relancer sur la deuxième partie de course, ça en amont, je l'aurais travaillé mentalement et du coup, je serais un peu plus à même à réagir. Et donc, c'est vraiment tout ce travail-là qui se fait. Ouais. Attends, parce que quand tu dis je serais pas en capacité de relancer, tu fais comment du coup? Enfin, tu te dis non, en fait c'est dans la tête et puis tu relances quand même? Bah, souvent, si c'est musculaire ou si c'est peut-être, on va dire, les bras qui craquent un peu, souvent, on va essayer de se concentrer autre chose, enfin, sur un autre point. Donc, typiquement, on va essayer de relancer un peu plus sur les jambes. Si on est un peu moins bien physiquement, on va peut-être essayer d'être encore meilleur sur les parties techniques. Donc, on va essayer de faire la différence sur le virage. Donc, c'est toutes ces parties-là où on essaie en fait d'anticiper. Typiquement, s'il y a quelqu'un qui va partir vite à côté et que ça n'a pas forcément été prévu, ça peut être déstabilisant. Et le fait de travailler mentalement et de s'imaginer la possibilité qu'il y ait quelqu'un qui parte vite à côté et que toi, tu sois légèrement un peu en retrait, et ben, ça va t'apporter un peu plus de sérénité et de confiance. Okay. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est intéressant et ça change. On parle beaucoup tu sais, souvent on a une stratégie de course en triathlon. Et puis après, donc il y a la stratégie de course, les allures, etc. Et puis en fait, il y a la réalité aussi de la course. Et en fait, la course c'est un jeu. Et donc tu te prends au jeu et au final, t'as toujours, t'as quelqu'un qui te dépasse, t'as un truc. Enfin, tu vois, et tu te laisses un peu aller par le truc et parfois parfois ça peut te nuire parce que du coup tu respectes pas tes allures, tu te crames complètement et en fait voilà. Et il y a une question d'ego aussi qui est hyper présente. Parce que tu dis non, c'est pas possible, attends, il me dépasse, pas maintenant, non, je me fais pas dépasser, donc voilà. Donc il y a ce côté-là. Ouais, totalement, il y a cette notion de jeu qui est hyper importante et le but c'est de toucher devant, c'est de gagner. Donc faut essayer de malgré le fait qu'il y ait peut-être quelqu'un d'autre qui soit un peu plus rapide sur la première partie ou qui finit un peu mieux, faut essayer de rester le plus lucide possible et puis essayer de rester focus sur sa stratégie de course qui a été mise en place. Après, il y a toujours cette notion de jeu où s'il y a quelqu'un qui va partir un peu plus vite, on va essayer de le tenir pour justement ne pas être trop distancé. Mais ça va être quelque chose qui va être prévu en amont et qu'on sait qu'on est capable de faire et qu'on peut être à même de réagir. Ouais, t'es capable d'être un tout petit peu en sur-régime parce que voilà, encore une fois, il y a le côté tu peux te cramer parce que tu t'es laissé porter par le truc, mais il y a aussi le côté en fait j'ai fait un truc, je pensais pas que j'en étais capable, mais je l'ai fait grâce à ça. Enfin moi je sais que je suis très comme ça. Parfois je suis capable de faire des trucs, de m'étonner moi-même le jour de la compétition, parce que je fais des trucs que j'aurais jamais fait en entraînement, parce que j'avais pas ce petit truc en plus, ce petit drive. C'est bon voilà, ça c'est l'esprit de compétition quoi. C'est tu te donnes beaucoup plus au moment de la compétition et dès qu'il y a de après si t'en ça peut te donner une énergie supplémentaire pour essayer de toucher. Ouais, c'est ça. Enfin, tu parlais d'ego tout à l'heure. Et c'est typiquement ça, ça peut être typiquement ça le jour de la course. C'est tu veux toucher devant les autres et donc c'est pour ça aussi que tu vas essayer de mettre un peu plus d'énergie et puis te donner un peu plus. Et tu parlais donc t'as pas de visualisation, de gestion de stress et d'ancrage. Sur l'ancrage, c'est quoi exactement? C'est quoi les techniques que tu utilises? Technique d'ancrage, ça peut être typiquement un moment ou un geste que ça peut être une phrase ou une gestuelle que je vais mettre en place typiquement juste avant le plot. Et c'est à ce moment-là où en fait ce geste ou ce mot, ça va me donner une émotion particulière qui va me mettre en confiance et qui va justement me mettre dans ma course. Donc ça, c'est un travail qui se fait en amont. Donc ça va être essayer de visualiser par exemple un moment où tu t'es senti fort, où tu t'es senti, on va dire, le plus fort, le plus en confiance, et tu vas essayer de l'interpréter par un geste ou par un mot. Et plus tu vas le répéter dans ta tête, plus ça va s'ancrer, on va dire ça. Ouais, c'est ça, ça va s'ancrer. Et puis le jour de la... Bah, donne-nous un exemple. Toi, c'est quoi ton émotion, ton moment, et c'est quoi ton geste? Ouais, typiquement, je me dis le mot c'est maintenant. Donc souvent, quand j'arrive derrière le plot de départ, je me dis c'est maintenant. Et ça, parce que c'est une phrase qui me parle. Et c'est une phrase que voilà, je me suis répétée plusieurs fois, on va dire, mentalement. Et je sais que dès que je me dis cette phrase, c'est le moment où je sais qu'il faut que je me donne à 200% et que je vais rien lâcher et que je vais me donner à 200%. C'est ça. Et donc tu te dis c'est maintenant, et là tu te sens Superman quoi. C'est ça, c'est un peu ça, ouais. Là il y a des moi ce que je faisais c'était il y a longtemps, hein, c'était dans un autre cadre, mais avant une réunion importante ou quoi, tu vois, mais c'était dans un cadre professionnel, hein, donc c'est encore un peu différent, mais
avant une réunion importante avec un client ou quelque chose, enfin, voilà, où il y avait un certain enjeu business, et c'était le fait de mettre tes bras en l'air, donc faire, tu sais, comme quand tu passes la ligne d'arrivée par exemple, enfin tu vois, c'est un peu tu mets tes bras en l'air, ça fait un peu un espèce de V comme ça avec tes bras, c'est un peu le V de la victoire, tu vois. En fait ça te procure aussi une émotion, tu vois, de gagnant un petit peu, et en fait le fait de faire ça avant, ça te met déjà un peu dans ce mood-là. Alors, est-ce que c'est complètement du mental? Est-ce qu'il y a quand même un petit aspect physiologique je sais pas. Est-ce que ça sécrète des hormones ou quoi? Bon, ça, je saurais pas le dire, mais en tout cas, voilà, c'est un truc. C'est vrai que ça marchait quand même, je trouve. Ouais, je pense que ça peut être un peu les deux. Je pense que ça peut aussi sécréter des hormones. Je pense que ça a certainement été aussi prouvé que de toute façon certaines émotions créent certaines hormones, et donc plus aussi ce côté rassurant. C'est vrai que si tu as l'habitude de faire ce geste-là aussi à chaque fois et qu'après tu réussis ton entretien ou peu importe, ça peut se donner ce petit moment de confiance. Ouais, et c'est comme, c'est con, hein, mais le fait de sourire, tu vois. Tu vois, il y a pas longtemps, j'étais dans un cours de yoga et la prof, c'était une indienne, mais vraiment, puriste yogi. Et puis à un moment, elle t'a dit, c'est avec son accent anglais, avec le petit accent indien. Elle t'a dit plissez les coins de votre bouche, tu vois. Et là tu mets 2-3 secondes avant de piger ce qu'elle veut dire. En fait, souriez les gars, faut arrêter de tirer la gueule, quoi. Et en fait, c'est con, mais rien que le fait de sourire, il y a des épreuves, il y a des études qui étaient menées, hein, où tu mettais un crayon entre les dents de quelqu'un, tu lui demandes, tu t'évaluais sa perception des choses, etc. Et en fait, les gens se sentaient plus heureux quand ils étaient en train de sourire parce qu'ils avaient un crayon entre les dents et que forcément ils étaient en train de sourire. Et donc parfois ouais, le simple fait de sourire, ça change complètement les émotions que tu peux avoir en toi, la manière dont tu te sens, etc. Et donc si tu peux le faire en souriant, clairement tu peux le faire avec plein d'autres petits gestes, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, ça joue vachement sur la façon d'interpréter aussi la suite, sur ton état d'esprit que tu vas mettre. Le moment où tu fais justement ce sourire, ça va peut-être te donner beaucoup plus de joie et tu vas être à même à faire certaines choses, par exemple. Ça me fait penser je crois que c'était à Tokyo, il y avait alors je sais plus ce que c'était, il me semble que c'est une judoka, mais je peux peut-être me tromper, une Allemande qui s'était fait foutre une raclée, enfin une tarte, tu vois, par son coach avant le combat. Et ça avait fait un scandale pas possible, le coach qui foutait une gifle, tu vois, à son athlète et tout ça, et en fait elle disait non, mais moi c'est moi qui le demande, j'ai besoin de ça, tu vois, c'est mon petit geste à moi, c'est ça, c'est de me mettre, vas-y, mets-moi une claque dans la gueule et ça va me réveiller et c'est bon, j'y vais, tu vois. Donc à chacun a trouvé un peu son truc, quoi. Le petit coup de boost. C'est un peu violent comme système d'ancrage. Oui, c'est ça, mais voilà, mais ça c'est l'ancrage en tout cas, voilà. Pour rester un peu sur la partie prépa mentale et visualisation, sur le triathlon, sauf sur les très courts, on est quand même sur un effort aérobie, un effort d'endurance. Toi, par contre, il y a pas mal d'anaérobie, je pense, et surtout plus ça va vite et plus vous allez être en anaérobie. Il y a aussi toute la partie apnée, quand tu plonges, tu fais des coulées, tu fais ton virage, tu fais des coulées, etc. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose que vous travaillez dans les séances de visualisation ou dans les séances de prépa mentale? Tu disais tout à l'heure que par exemple quand t'es arrivé à Font-Romeu la première fois, tu faisais des coulées de 5 mètres au lieu de 15, donc ça fait déjà 3 fois moins. Je sais pas si tout le monde a bien tilté. Est-ce que c'est des choses que tu prépares? Et par exemple ces premières apnées à Font-Romeu, est-ce que vous les préparez en prépa mentale? Alors sur les premières apnées à Font-Romeu, pas forcément, mais par contre sur des apnées que je vais faire en course, typiquement sur un 200 mètres nage libre, il y a certains moments de la course où je vais presque atteindre les 15 mètres de coulée. Donc typiquement sur la relance du 100 mètres, je sais que je vais faire une grosse coulée. Et à ce moment-là, ça peut être un moment assez, on va dire, assez dur pour l'apnée parce qu'on est déjà parti assez vite et qu'il faut essayer de tenir 15 mètres de coulée. Donc c'est quand même assez compliqué. Et puis ça, j'essaie de l'anticiper avec le nombre d'ondules. Donc je me focalise en fait sur mes gestes pour justement ne pas penser justement au fait de vouloir respirer, et ça me permet de tenir sur la distance sur le moment de l'apnée. Ouais, tu penses à autre chose, quoi. Ouais, ça, je pense à autre chose. Et puis après, typiquement sur les entraînements, tout ce qui est apnée, c'est vraiment débrancher son cerveau et puis tenir. Après, faut essayer de pas tomber dans les pommes, mais bon.
Il y avait une autre partie de la prépa mentale et de la visualisation aussi que j'aurais voulu très rapidement aborder avec toi. C'est un peu une différence aussi qu'il y a entre les nageurs et les triathlètes. C'est ce qu'on appelle le fameux sentiment de flow. Alors souvent les triathlètes le décrivent notamment quand ils courent parce que d'un seul coup ils déconnectent le cerveau et puis ils sont vraiment dans l'instant présent, quoi. Et il y en a même qui parlent de sensation de se voir de l'extérieur. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé une fois. C'est assez déroutant, mais en fait quand tu connais le concept et surtout quand tu le travailles après un peu en prépa mentale, tu l'appréhendes mieux. Sur la natation, en fait, surtout quand vous êtes en compétition, il y a toujours des relances et même à l'entraînement. Quand t'es dans un bassin de 50, au bout de 50 mètres, t'as un virage. Donc, si tu déconnectes, il y a quand même un risque que tu tapes la tête. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ce fameux sentiment de flow? Et justement, si ça t'est déjà arrivé, est-ce que tu gères aussi le virage dans cette sensation? Je sais pas si ça m'est vraiment déjà arrivé, ce côté état de flow. Mais je sais qu'il y a aussi des moments où justement je me suis senti beaucoup plus serein, où j'étais vraiment dans l'instant présent et en fait tout me semblait facile. C'est vrai que je pouvais relancer à n'importe quel moment de la course, je pouvais essayer de tenter des choses et ça passait. Et des fois, il y a des moments comme ça qui arrivent par moment dans l'année ou même des fois un peu plus, des fois tous les 2 ans, ou ça dépend sur les compétitions, mais des fois ça peut arriver où justement on se sent en ultra confiance, où tout nous réussit, où tout nous semble facile et puis ouais, ça arrive. À l'entraînement, un peu moins par contre. Souvent, on est quand même souvent dans le dur à l'entraînement. On est quand même très souvent même avec pas mal de courbatures, assez chargé des muscles. Donc, on est quand même un peu moins dans cet état de flow où tout nous semble facile. Mais j'ai l'impression que l'état de flow, c'est aussi beaucoup. C'est pas forcément un moment où tu te sens. Enfin, ça te semble facile parce que c'est dans ta tête. Mais je veux dire, parce que Hermano disait, les triathlètes souvent, ils ont un état de flow dans la course à pied. Moi, de base, j'ai plus cet état de flow quand je suis sur le vélo, tu vois, parce que j'ai l'impression que sur le vélo, je suis plus dans mon élément, c'est plus mon truc à moi. Ouais. Mais après, c'est vrai que sur un triathlon, probablement, tu l'atteins plus facilement à pied, parce que à pied, c'est le moment où t'en as déjà bien chié, et t'es déjà dans un état un peu second où t'es plus très lucide, parce que après ça dépend un peu des distances, mais en général à pied, t'es quand même un peu en train de subir. Et c'est le moment justement où t'es en train de subir, où parfois tu parviens à passer, tu vois, de je subis à j'ai trouvé un état de flow, et en fait j'ai trouvé un peu mon second souffle, tu vois, ou en tout cas il y a un truc que j'ai débloqué, quoi, tu vois. Donc je pense que c'est aussi lié à ça. Mais après moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as beaucoup plus sur dès que tu fais des distances un petit peu plus longues, quoi. C'est clair que si je vais faire 20 bornes là à vélo, il y a peu de chances que j'ai mon état de flow. Par contre, si je vais en faire 150, il y a un moment où effectivement, je serai dans mon élément, et t'as un peu ce côté méditatif, et c'est bon, comme toute pratique, tu vois, méditative, tu deviens, c'est un truc, c'est progressif, quoi. C'est-à-dire que tu commences au début, tu médites, et puis petit à petit, et puis jusqu'à ce qu'il y ait un moment où tu sois complètement zen. Je pense que c'est un peu la même chose dans le sport, et voilà, tu t'atteins pas l'état de flow directement comme ça sur commande, même s'il y en a qui parviennent plus ou moins à le faire. Ça c'est pas mal, c'est un autre level. Mais donc je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui va s'atteindre avec le temps, et peut-être qu'en natation justement t'as moins cette possibilité là, ou en tout cas en piscine, peut-être que c'est peut-être différent pour le libre, je sais pas. Ouais, c'est vrai que je pense que sur des courses on va dire un peu plus courtes, on va dire même sur un 200 mètres ou même sur un 400 mètres, je pense qu'on a un peu moins cet état de flow. Mais par contre, ça peut m'arriver typiquement à l'entraînement de comme ce que tu as dit, avoir un second souffle. Donc, on va faire des séances un petit peu longues, des séances aéro, on va enchaîner les 200 mètres, les 400 mètres. Croire que à ce moment-là, on va peut-être craquer, et puis peut-être 200 mètres après, on va avoir ce second souffle, on va réussir à relancer, et puis ça va même passer, on va être beaucoup plus rapide, ça va passer beaucoup mieux. Et par contre, ouais, ça arrive sur les séances à l'entraînement. En compétition, par contre, c'est un peu moins, c'est un peu moins fréquent d'avoir justement ce second souffle, mais en entraînement, en tout cas, ouais. Alors, on en parlait récemment avec Arnaud Demester sur un autre épisode, qui disait, en fait, chaque fois que tu penses être au bout et que t'as plus d'énergie, t'es au bout, en fait, en général, il te reste encore 20% de tes capacités, tu vois. C'est que t'es que à 80. Et donc, et en fait, ces 20%, tu vas les chercher au mental. Et c'était assez intéressant, effectivement, comme théorie, parce que, peu importe les pourcentages, mais on a compris le mécanisme. C'est vrai que souvent effectivement t'es un peu au bout de ta vie, tu te dis j'en peux plus, sauf que tu vois la ligne d'arrivée, et là tu redonnes un petit coup, tu vois, que ce soit à pied, à vélo, en triathlon, à la nage, j'imagine que c'est pareil aussi. Tu le dis, tu l'appelles le second souffle, c'est ça, tu vois, c'est de se dire
En fait, ouais, là, je suis au bout, là, je pourrais pas aller plus loin, et en fait, bon, bah, tu récupères quand même de l'énergie parce que t'as vu que le mec devant toi, il faiblissait un peu, ou qu'il vient de te dépasser, ou enfin, j'en sais rien, tu vois, mais t'as toujours un petit facteur comme ça qui fait que, bah, boum, tu repars. Ouais, totalement. C'est vrai que je pense qu'on est toujours plus capable de toujours aller toujours un peu plus loin. Et il y a des fois, c'est dans ce moment où justement, on va avoir l'impression d'être complètement cuit. Et puis, il peut y avoir ne serait-ce qu'un tout petit truc qui peut essayer de déclencher et nous faire passer au-delà de la barrière. Et justement, de pouvoir passer un palier supplémentaire. Des fois, ça peut être rien. Ça peut être juste un adversaire qui est en train de nous doubler. Et puis finalement, par orgueil, on veut essayer d'en remettre. Et puis finalement, on pensait qu'on était complètement cuit, mais on arrive à finir la distance. Et puis, ouais, totalement. Bah, l'ego, il a un rôle énorme dans le sport. Je pense on devrait faire un épisode sur l'ego, tiens. Ouais. Faudrait qu'on trouve un spécialiste de l'ego et que, tu vois, qu'on parle de ça, ça revient quand même souvent, quoi. Et à l'entraînement ou même en compétition, ça t'a jamais fait ça? Tu sais, tu pars, alors plutôt à l'entraînement. Admettons, tu pars pour un 1000 mètres, ton coach te donne un 1000 mètres, et puis t'as un gars dans qui tu nages dans ses pieds, et puis d'un seul coup, je sais pas, tu te dis, allez, je vais passer devant, donc tu passes devant, donc effectivement, t'as ce second souffle, et puis tu te rends pas compte qu'en fait, t'étais déjà à 600, et puis quand tu relèves la tête, entre guillemets, t'es à 800. T'as jamais eu cette impression-là de perdre un peu pied, et puis finalement, de pas avoir vu passer les 200 derniers mètres? Ah si, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ouais. Notamment de partir un petit peu vite, de commencer à passer devant ou même d'accélérer. Et puis petit à petit, j'ai l'impression que ça passe de plus en plus vite. Et puis j'arrive au mur et je me dis, ah, c'est déjà fini, alors que je pensais que ça allait être interminable. Alors que le 400 mètres typiquement d'avant ou la distance d'avant, j'étais complètement cuit. Et puis à ce moment-là, c'est passé beaucoup mieux. Ouais. Et bon, ça, des fois, ça s'explique pas forcément, mais ça arrive. En natation, on parle souvent de paliers. Et moi, je l'ai vécu clairement. Hein. Enfin, j'ai commencé à nager, je savais faire de la brasse, tu vois, mais je savais même pas vraiment faire de crawl. Je pouvais pas faire une longueur de crawl sans m'arrêter, tu vois. Il y a 5 ans, moi, c'était ça. Et puis bon, j'ai appris petit à petit, et puis j'ai eu des paliers effectivement. Le palier de, en fait, maintenant c'est bon, je peux nager le crawl et je vais pas m'épuiser. Enfin, je peux nager autant que je veux. Bon, peut-être que ça va m'emmerder un moment et je serai pas très rapide. Mais je vais pas, tu vois, enfin, la technique c'était bon, j'allais plus m'essouffler, voilà, je pouvais juste continuer à marcher, enfin à nager, tout comme je serais en train de marcher, tu vois. Tu te dis, bon, bah marcher, oui, je peux marcher pendant des heures s'il faut, voilà. Et là, c'était un petit peu ça. Et j'ai eu un premier palier, puis j'ai fait mon premier triathlon, c'était une distance olympique. Là, j'ai eu un palier aussi, tu vois. Je me suis rendu compte que tiens, en fait, je suis capable de nager en eau libre, et puis tu vois, et puis je suis capable de tenir 500 mètres en course à balle. Enfin, et à chaque fois j'ai eu des paliers. J'ai l'impression que après ce palier-là, c'est bon, c'était un acquis et ça continue, quoi. Est-ce que toi t'as l'impression que t'es passé aussi par ces paliers-là, ou peut-être qu'il y a plus de paliers pour toi, j'en sais rien. Mais est-ce que t'as l'impression que c'est vrai aussi? Parce que moi, sur le vélo et la course à pied, par exemple, j'ai pas du tout eu ça. Je sens que oui, je peux m'améliorer éventuellement, mais j'ai pas cette impression de palier. En natation, je pense qu'il y a toujours des paliers où on peut essayer de passer un palier au supplémentaire. Pour la petite anecdote, en natation, souvent, il y a des temps qui sont un petit peu significatifs. Typiquement, ça va être sur le 100 mètres, on est un peu plus jeune, le temps des 1 minute. Donc, on dit casser la barre des 1 minute sur le 100 mètres. Et des fois, on va mettre beaucoup de temps à casser justement cette barre des 1 minute, à faire 1 minute 01, 1 minute 02, 1 minute 00. Et puis, au moment où on va passer justement la barre des 1 minute à faire 59, et derrière, les nageurs, ils arrivent à passer beaucoup plus facilement à 57, à 56, à 55. Donc, il y a ce palier, mais je pense qui est mental. Et puis après, il y a ce deuxième palier qui peut s'expliquer par le point de vue technique. Donc, je sais que moi, à un moment donné, j'étais vachement bloqué sur un temps, sur le 200 mètres nage libre, où j'étais resté 3 ans à stagner et à faire tout le temps le même temps. À chaque compétition, je faisais tout le temps pareil. Et puis, il y a un moment où j'ai passé le palier supplémentaire, où je suis passé où j'ai pris 2 secondes en moins, où j'ai enlevé 2 secondes à mon temps. Et en fait, je pense que ça s'est expliqué surtout d'un point de vue technique, où j'avais modifié, mon retour de bras et puis ma technique de nage. Et des fois, je pense que ça peut prendre un petit peu de temps à se mettre en place. On a tellement ces automatismes de tout le temps nager à certaines allures, à certaines vitesses, que rien que le fait de changer quelque chose, ça peut modifier un autre point de sa technique. Et des fois, ça peut complètement débloquer toute une course entière. Je sais pas si j'ai été très clair dans mes explications, mais c'est un peu ça le principe, quoi. Pour moi, il y a 2 paliers. Il y a le palier mental et puis il y a le palier technique où des fois, on va rester bloqué à un certain palier, tout simplement parce que techniquement, on n'a pas réussi à trouver tous les bons automatismes encore, ou alors qu'on arrive à le mettre que sur une certaine distance un peu.
Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et j'ai l'impression, après bon, c'est très propre à moi, mais j'ai l'impression que la grande majorité des paliers, ils sont psychologiques, quoi. C'est dans la tête, en fait. Ouais. Parce que entre le moment où j'ai fait la veille, tu vois, de mon premier triathlon et le lendemain de mon premier triathlon, ma technique, elle a pas changé des masses, tu vois. Enfin, je veux dire, mais par contre, moi, j'avais acquis un truc, c'était ah ouais, en fait, ah ouais, je suis capable de faire 1500 mètres de nage avec des gars qui me foutent des coups de coude, des trucs, des machins, alors que de base, j'étais pas hyper à l'aise dans l'eau, quoi, tu vois. Donc pour moi, ouais, pour moi la grande majorité des paliers, j'ai l'impression ils sont vraiment mentaux, quoi. Ouais, ça c'est clair. Je pense que ouais, les paliers ils sont mentaux pour la simple et bonne raison que des fois on s'en sent pas, enfin, on s'en sent pas capable. Ou alors des fois, même si on l'a répété plusieurs fois à l'entraînement, il nous faut peut-être 2 ou 3 compétitions avant de se dire bon bah c'est bon, là je l'ai automatisé, là je sais le faire. Et puis après ça passe tout seul. Et et en soi c'est un peu comme, enfin, je fais le parallèle hein, avec le vélo ou même la course à pied, mais à vélo, ton premier 100 km, bah ouais, une fois que t'as fait un premier 100 km, c'est beaucoup plus facile de te dire, bon, bah, je vais en faire un autre, tu vois. Idem pour le 200, pour le 300, le 500, le 1000, voilà, une fois que t'as fait ces distances-là, ok, bah, je l'ai déjà fait, donc je sais ce que c'est. Voilà, et pareil pour l'Ironman, t'as fait un Ironman, bah, tu peux te dire, ok, bon, bah, en fait, t'as démystifié un peu le truc. C'était Thomas Austré qui nous en parlait, là, qui est triathlète et qui a fait notamment l'Enduroman, il y a pas longtemps, il a fait le Norseman avant ça c'était l'Ironman, enfin voilà. Et il a été comme ça crescendo sur les distances et il disait à chaque fois moi je démystifie je démystifie la distance. Et en fait c'est ça, démystifier, c'est juste dans ta tête. Alors oui, forcément l'entraînement on va quand même un petit peu avec, faut que tu sois un minimum prêt, mais sinon c'est beaucoup dans la tête, quoi. Ouais, parce qu'il y a ce côté inconnu qui nous fait peur et des fois ça peut justement nous laisser des freins à ne pas réussir à le faire tout simplement. C'est ça. Donc en fait, c'est l'inconnu de passer sous 1 minute le 100 mètres, et c'est l'inconnu de faire de 100 passer, km en vélo, tu vois, de faire un Ironman, de passer plus de 8 heures, enfin tu vois, en effort constant. C'est ça. Et ça, c'est aussi un peu une différence qu'il y a entre la natation et d'autres sports. Si je prends le parallèle avec la course à pied, par exemple, tout à l'heure, on parlait des distances. Quand tu prépares un marathon, c'est très rare que à l'entraînement, tu montes à 40, 45 ou que tu fasses de la surdistance. En natation, bah, t'es un nageur de 200, c'est pas rare que tu fasses des 400, des 800, des 1000, des 1500, enfin des séries de cette longueur-là, j'imagine. Ouais, c'est ça. Après, souvent, les séries de 800 ou si t'es un sprinter, tu vas rarement faire des séries de 800 à une allure à une allure de longue distance. Souvent, on va plutôt faire du sprint et puis faire des 15 mètres vite. Et puis, c'est même rare, typiquement, sur du 200 mètres, moi qui fais du 200 mètres crawl, à l'entraînement, c'est rare que je vais faire un 200 mètres crawl vite à l'entraînement. Ça va plus être sur des allures de course telles que du 100 mètres ou autre. Et après, typiquement, même quand on approche de la compétition, là, on réduit aussi les distances. Peu importe qu'on soit sprinter, qu'on fasse du demi-fond, qu'on fasse des longues distances, plus on s'approche de la compétition, plus là on va réduire les kilométrages et on va réduire le kilométrage. Ok. Tu parles de compétition. C'est un point qu'on n'a pas abordé. On s'était dit qu'on l'aborderait en début d'épisode, mais on l'a pas fait. C'est sur la partie présentation. Tout à l'heure, on rigolait en se disant qu'un bassin de 50 mètres en France, c'était un peu la même chose qu'un bassin de 50 mètres en Belgique et un autre bassin de 50 mètres en Italie ou ailleurs. Toi, t'en as vu pas mal des bassins en France et dans le monde. Est-ce que tu peux justement revenir un petit peu avec nous sur ton palmarès, parce que 22 ans, il me semble que t'as déjà un beau palmarès et puis notamment tu as la couronne d'Olympien. Ouais, donc au niveau de mon palmarès, j'ai fait les Jeux de Tokyo. Après, j'ai été aussi champion de France sur 200 mètres 4 nages. J'ai été médaillé plusieurs fois sur le 200 mètres nage libre. Et j'ai été médaillé l'année dernière sur le relais 4 fois 200 mètres nage libre au championnat d'Europe. Donc ça, c'est un petit peu on va dire les grandes lignes. Bon, et pour rentrer un peu plus dans les détails, notamment sur les Jeux, comment ça se passe quand tu es dedans, quand tu es un des concurrents aux Jeux Olympiques? Comment ça se passe? Eh bien, en réalité, là, c'était aussi un petit peu particulier parce qu'il y avait aussi ce Covid. Donc, en termes d'ambiance, en termes d'énergie, dans la piscine, c'était peut-être, on va dire, un peu moins fort que ce que ça pouvait l'être. Mais après, ça reste une compétition, on va dire, presque lambda, dans le sens où on est en concurrence avec des adversaires. On les a certainement aussi déjà croisés sur d'autres meetings, sur d'autres compétitions internationales, sur des championnats d'Europe, sur des championnats du monde. On les a aussi croisés. Donc, on va dire, on les connaît un petit peu, ou alors on les connaît de loin. On sait comment ils nagent. Et puis, ça reste
ça reste une course et puis l'objectif c'est de gagner. Donc sur ce point de vue-là, ça change pas beaucoup. Bon, par rapport à l'ambiance, t'inquiète, tu pourras te rattraper. 24, Paris, en plus c'est à la maison, t'auras la famille, les potes, les proches, tout. Ça va être la grosse fête. C'est ça. Ouais, je pense que ça sera pas pareil. Tu vas te spécialiser sur les mêmes distances, 204 nage et 200 livres? Ouais, je vais rester sur ces deux disciplines-là parce que voilà, il y a des temps pour les sélections. Typiquement pour 2024, il y aura un chrono à faire. Et en plus du chrono, il faudra être dans les 2 premiers français. Donc ça sera les critères de sélection. Et c'est pour ça que je reste c'est pour ça que je vais rester sur le 200 mètres nage libre et le 200 mètres 4 nage. Et t'es confiant là-dessus? Ouais, je pense que ça va le faire, ouais. Après, les chronos, ils sont un peu plus durs. Le niveau aussi, il a aussi augmenté. Il y a aussi un peu plus d'adversité, un peu plus de concurrence. Mais en tout cas, je pars confiant et puis je travaille tous les jours pour ça. Donc, de toute façon, faut y croire. Trop bien. C'est vrai que les JO, c'est quand même quelque chose de particulier parce que autant, tu sais, dans l'entraînement, on parle de microcycle, mésocycle, macrocycle sur une année. On a 1, 2, 3 objectifs principaux sur l'année et en fonction de ça, on va structurer un petit peu notre plan d'entraînement. Une préparation pour les JO, ça se prépare pas sur un an, quoi. C'est quelque chose, ça se prépare sur plusieurs années. Toi, comment tu gères ça? Est-ce que, tu gères comment ça? Ouais, c'est ça, une préparation pour les Jeux, ça se prépare 4 ans en avance. Ça se prépare, on va dire, à chaque Olympiade, ça se prépare. Ça se met au point avec le coach, où là, on va savoir un petit peu près le planning de chacune des années. On sait qu'on va avoir typiquement cette année-là les championnats d'Europe, l'année d'après les championnats du monde. Et puis après, on a aussi un temps qu'on se met aussi un petit peu en tête et on sait que typiquement, arrivé à telle période, il faudra qu'on soit capable d'atteindre ce niveau-là pour que justement, dans 4 ans, on puisse être dans la meilleure forme possible, qu'on soit capable de réaliser ce chronomètre-là. Et puis, donc en fait, ça se fait vraiment par palier. Et puis, on se met des objectifs année en année pour arriver au bout de ces 4 ans qui sont les Jeux. Ouais, c'est ça, c'est des objectifs sur 4 ans. Ok, mais c'est hyper intéressant et je pense que la plupart des triathlètes et athlètes au sens large ont quelque chose à apprendre de ça aussi parce que j'ai l'impression que la majorité des athlètes amateurs, en fait, ils ont pas vraiment de vision long terme. Ils ont une vision très à 1 an, quoi, tu vois, à maximum à 2 ans si vraiment ils partent de loin. Moi, quand j'ai commencé le triathlon, j'ai dit je vais faire un Ironman. Et moi, mon coach de l'époque m'a dit écoute, ok, mais pas la première année. Fais d'abord une année avec tu vois des quarts et des semis, et puis tu feras un Ironman l'année suivante. Tu vois, donc j'avais cette vision de 2 ans, mais j'ai jamais eu une vision à 4 ans, tu vois. Jamais je me suis dit attends, moi en tant qu'athlète amateur, dans 4 ans, j'ai envie de faire, j'en sais rien, tu vois, je sais pas du tout. Mais je pense que pour autant c'est quelque chose qui t'apporte énormément de te dire en fait voilà où est-ce que j'ai envie d'arriver dans 4 ans et comment j'ai envie et puis même au-delà je veux dire dans 10 ans, dans 20 ans où est-ce que je me vois et c'est vrai que c'est des discussions qu'on a eu aussi pas mal de fois parce que parfois quand tu fais du sport un petit peu intense, tu peux avoir tendance à t'user un peu rapidement et ça arrive beaucoup dans le triathlon. Il y a des gens qui découvrent le triathlon ils se prennent une passion pour le triathlon et en fait ils deviennent un peu des geeks, ils deviennent obsédés par ça, ils font ça à fond jusqu'à arriver un peu à un truc de surentraînement où en fait ça en devient un peu malsain. Tu vois, tu pars ton job, tu divorces. je prends le cas un peu extrême, mais non, mais je veux dire ça. Enfin, c'est vrai que ça peut devenir parfois obsessionnel. Et puis après, c'est des gens qui quittent le truc et puis voilà, ils arrêtent complètement. Donc avoir une vision long terme et de se dire comme Anne du Bendidou là qu'on connaît bien sur Instagram, qui passait pas longtemps sur le podcast, qui nous disait moi à 78 ans je veux être la super mamie qui double tout le monde sur les ultra trails. Tu vois, et donc avoir cette vision aussi long terme et te dire en fait moi ce qui m'importe c'est pas tellement mon objectif de l'année prochaine, ça reste même si c'est un gros objectif, c'est pas l'objectif absolu de ma vie. L'objectif de ma carrière sportive c'est d'arriver effectivement une fois que je serai à la retraite de pouvoir performer à ce moment-là et voilà, et pour ça il faut que je mette en place des choses aujourd'hui et donc je vais pas me cramer aujourd'hui, je vais faire les choses à mon aise et je vais évoluer petit à petit et je vais avoir une vision un peu plus long terme quoi. Ouais, de toute façon, je pense que la vision long terme, elle est quand même très importante dans le sens où c'est ça qui va un petit peu te driver sur les moments un peu plus compliqués. En fait, la vision long terme, pour moi, c'est un petit peu le but ultime, prendre
un peu mon rêve. Et puis c'est là où en fait ça vient de driver dans les moments où c'est un peu plus dur, les séances où c'est un peu plus dur, bah là tu peux y penser. Là où typiquement où tu vas avoir des échecs, c'est grâce à ça où tu vas pouvoir rebondir et te dire bon bah là c'est pas grave, cette année tu l'as peut-être loupé, mais tu peux encore te rattraper. Et puis l'objectif c'est ça, c'est cette vision long terme. Donc je pense que c'est hyper important d'avoir cette vision long terme, d'avoir aussi des objectifs à moyen terme, à court terme. Et en fait, c'est ça qui va t'emmener vers le long terme. Mais en tout cas, c'est hyper important d'avoir ça. En fait, Oui, mais ça dépend quel est ton point de départ, tu vois. Est-ce que ton point de départ, c'est ta vision et de où est-ce que je veux être dans 5, 10, 20 ans? Et puis, en fonction de ça, bah, je vais saucissonner et me dire, bon, bah, ok, du coup, voilà ce que je dois faire, sur le moyen terme, puis sur le court terme. Ou est-ce que ta vision, c'est de dire, bah, je veux faire ça l'année prochaine, coûte que coûte. Et puis après, on verra bien, tu vois. Ouais. Ouais, moi j'ai plus une vision à me dire plus une vision assez long terme, ou dans le sens ma vision long terme ça serait le truc où je serais fier, et à partir de là je me place des objectifs d'année en année, et puis c'est comme ça que je viens de driver un petit peu tout ça. Mais là, toi, t'as une vision jusqu'au jeu à Paris en 2024. Au-delà de ça, t'as déjà des plans? J'ai déjà quelques idées. Après, un plan, on va dire, très précis de ce que je vais faire après 2024, non, ça, je ne saurais pas dire, mais je sais que j'ai quelques petites idées, en tout cas. Et c'est quoi tes idées? Tu restes sur du 200 mètres, tu restes en natation, ça dépendra de mes résultats, je pense, après 2024, de si je continue ou si j'ai envie de complètement faire autre chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, jusqu'à 2024, on va dire, je vais y être à fond. Et après, au-delà, en fonction des résultats, j'aviserai. J'ai un petit peu on va dire, deux plans. Et puis, je modifierai un plan A, plan B, quoi. C'est ça. C'était un peu la question que j'allais te poser, parce que tout à l'heure, on disait qu'en gros, il te restait une dizaine d'années avant d'être pensionné, avant de nous rejoindre. Et finalement, 10 ans, bah, ça fait presque 2 Olympiades. Donc, il y a Paris, et puis il y en aurait encore 2 autres derrière. Est-ce que tu te vois aller jusque-là si tes résultats sont bons, ou est-ce que c'est aussi pour ça que tu fais des études? Tu te dis, ok, je me suis bien éclaté, je me suis bien amusé, mais c'était dur, éprouvant, épuisant d'être sportif de haut niveau, et puis on va passer à autre chose, on va rentrer dans la vie active, ou certains diraient, je mets des gros guillemets, la vraie vie. Ouais, c'est ça. Donc dans un premier temps, c'est plus le côté si je réussis, on va dire, au Jeux de Paris, et que tout se passe, on va dire, comme je l'ai souhaité, comme ce que j'y ai pensé. Là, de ce côté-là, je pense que je continuerai à nager jusqu'à que j'en ai plus envie, tout simplement. Et puis autrement, si ça se passe moins bien et que j'en ai un petit peu moins marre, donc j'en ai un peu, on va dire, moins envie, là, dans ce cas-là, j'arrêterai, et puis j'irai dans la vie active, dans la vie professionnelle, et puis je m'éclaterai d'une autre manière. En tout cas, je sais que moi, le premier truc qui importe pour moi, c'est le côté plaisir. À partir du moment où je prendrai plus de plaisir dans la natation, je sais que j'arrêterai de nager. Et là, toi, tu prends systématiquement du plaisir? Pas tout le temps, mais la majorité du temps, oui, quand même. Je sais qu'en tout cas, en compétition, je prends un max de plaisir. Tant que t'es au-delà de 50%, ça va. Ouais, c'est ça. Après, c'est sûr qu'en entraînement, c'est pas toujours une partie de plaisir. Il y a des moments où ça. Mais bien sûr, c'est pour ça que je te titille un peu, mais je te comprends. Et plus de 50%. Bah après, le plaisir, tu le trouves aussi une fois que t'as terminé l'entraînement, et tu dis, ah putain, j'en ai chié, mais qu'est-ce que c'était bon quand même, au final, je suis allé au bout, quoi. Il y a un point qu'on n'aborde pas souvent, aussi parce qu'on n'a pas forcément toujours des sportifs de très haut niveau, c'est la partie financement, et notamment la natation. Alors on sait que le 50 mètres, le 100 mètres, c'est les disciplines reines dans la natation, surtout en France. Comment on vit en tant que sportif de haut niveau sur des disciplines, sur des spécialisations qui sont pas forcément celles qui sont sous les feux de la rampe? Ouais. Alors là, moi, depuis cette année, je suis, on va dire, considéré comme nageur professionnel, dans le sens où j'ai un club qui me soutient. Donc moi, je suis rattaché au club de Nogent-sur-Marne, et en fait, voilà, j'ai un salaire tous les mois. Donc c'est de ça que je vis, c'est de ça que je suis financé. Et puis après, il y a tout ce qui est partenaires externes. Donc ça peut être tout ce qui est sponsoring, mécénat, qui vont venir aider le nageur. Et après, c'est tout ce qui est primes. Donc sur des compétitions, il va y avoir des primes. Sur les championnats du monde, championnat d'Europe, si tu fais une médaille, demi-finale, finale, tu vas avoir des primes. Et ça monte haut, ces primes? Alors j'imagine que ça dépend des championnats, mais est-ce que c'est en dizaines de milliers d'euros, ou c'est quelque chose, ça met un peu de beurre dans les épinards? Des fois, ça te permet juste d'acheter les épinards, d'ailleurs. Ouais, bah ça dépend des primes. Je sais que pour une prime au jeu, si tu fais
médaille olympique, je crois que ça doit être dans les 60 000. Il me semble. Après, par contre, sur les championnats du monde, ouais, ça varie quand même pas mal. Après, je sais qu'il y a la Fédé qui reverse des primes. Après, tu as les championnats. Donc, c'est la FINA. Typiquement, pour le championnat du monde, c'est la FINA. Donc, eux, ils te reversent aussi une prime sur les finalistes, sur les médaillés. Et ça varie. Ça peut aller de 15 000 à 400 euros. Juste pour mettre en parallèle, hein, quand tu dis si tu fais une médaille aux Jeux Olympiques, c'est peut-être 60 000. On en a parlé tout à l'heure. Hein, les JO, ça se prépare sur 4 ans. Donc 4 ans de salaire où quasiment tu fais rien d'autre que t'entraîner. Si t'as pas forcément eu la possibilité d'avoir des partenaires ou des sponsors, bah finalement 60 000 euros pour 4 ans. Si tu ramènes ça à une année, ça fait pas énorme finalement. Donc t'es au SMIC, quoi. Ouais, c'est ça, c'est clair. Sur 4 ans, si on répartit à chaque fois d'année en année, ça reste pas énorme. C'est pour ça que s'il n'y a pas de partenaire, les partenaires, si t'as pas de sponsoring ou de mécénat, c'est vrai que ça reste compliqué d'en vivre. Alors, on est très loin du foot où là, c'est plusieurs zéros avant la virgule et par mois. Ah ouais, totalement, là, on est très loin, ouais. C'est pas. Ça, je pense qu'on a beau le comparer à chaque fois, on atteindra difficilement le foot. Mais bon, on y travaille. Il n'y a pas la même audience. Tu vois, en tout cas, je pense que voilà, ça reste mais on y travaille, on donne un peu de, tu vois, on médiatise un petit peu les sports d'endurance, donc. Ouais, peut-être qu'un Michael Phelps s'en sort pas trop mal. Les frères et sœurs Manodou s'en sont pas trop mal sortis en France, mais ça reste des exceptions, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, il y a toujours des exceptions qui s'en sortent mieux que d'autres. Après, forcément, si tu fais des très bons résultats, si tu es champion du monde, à côté de ça, tu vas avoir beaucoup plus de partenaires, et ça va être beaucoup plus facile. Après, le plus compliqué, c'est pour ceux qui ne sont pas encore au très très haut niveau, mais qui sont juste en dessous. Et là, par contre, souvent, la majorité des cas, ils ont quasiment rien. Bah écoute, super Enzo, épisode hyper intéressant. Ça te parle le triathlon? Tu te dis un jour peut-être je ferai un triathlon quand j'arrêterai de nager en bassin? Je pense pas que je vais me mettre au triathlon quand je vais arrêter de nager. Mais après, j'aime bien. En tout cas, j'aime bien faire du vélo. J'aime bien nager. Courir un peu moins, par contre. J'avais déjà fait un run and bike. Ça, j'en ai déjà fait plusieurs. J'ai trouvé le principe sympa et j'aime bien ce côté un petit peu d'être aussi dans la nature et pouvoir s'éclater aussi d'une manière aussi un peu différente. Mais je pense pas que je me mettrai pas en tout cas à 100% dans le triathlon dès que j'arrêterai la natation. Oui, non, mais attention, mais forcément pour toi quand je te parle d'un sport, toi tu vois tout de suite, tu penses JO, tu penses voilà, mais je veux dire, est-ce que tu te vois faire un peu de triathlon comme ça juste pour le fun, quoi? Peut-être, ouais, c'est possible. C'est possible que pour le fun, ouais, c'est possible que j'en fasse un petit peu, ouais. Ça arrivera. C'est un peu un truc c'est un peu la bucket list, tu sais, c'est le truc qu'il faut faire une fois dans sa vie. C'est ça. Un petit Ironman, hop. Voilà, si ça peut te motiver, tu nages combien au 4000? Au 4000 mètres? Alors là, franchement, je saurais pas te dire. Bon, admettons que t'es allez, sur un 4000, j'ai arrondi à 4000, mais tu dois être en dessous des 50, largement en dessous des 50 minutes pour un 4000. Ouais, je pense que je dois être à 45 minutes. Bon, je sais pas quelle est la moyenne sur un Ironman, Olivier, on n'est pas loin d'une heure 20 pour les 3008. Non, mais tu parles de deux choses différentes. Nager en bassin avec des virages, c'est pas la même chose que... Ouais, en eau libre, okay. Avec le courant, ça reste quand même beaucoup plus dur. Ouais, mais tu regardes. Et des mecs qui te foutent des coups de coude, c'est pas la même chose, quoi. Bon, tu prends un Ironman en lac, 3008, admettons que tu le tournes en 50, hein. Tu tournes le 3008 en 50. Si tu prends la moyenne des nageurs sur 3008 sur Ironman, on est autour d'1h20, je crois, c'est ça, hein, Olivier? La moyenne. Sans doute. Je suis dans la moyenne, donc ça doit être ça. donc tu vois, t'as déjà rien que sur la partie natation, t'as déjà une demi-heure d'avance. Donc ça te laisse le temps de progresser en vélo et en course à pied. Est-ce que je te l'ai bien vendu là, Enzo? C'est pas mal. Je vais peut-être y penser du coup. Après, je crois que c'était un peu la stratégie qu'avait observé, enfin la stratégie. C'est ce qui avait aussi motivé un peu David Holderbach, qui est un très très bon nageur et qui finalement, avec très peu d'entraînement, sort très bien de l'eau. Et puis après, il travaille le vélo et la course à pied. Et puis ça lui a permis d'aller quelquefois sur des belles compétitions et notamment à Hawaï. Encore petite question, est-ce qu'on peut vraiment faire la différence sur le point de vue de natation au niveau du triathlon? En termes de temps, oui, non, ce qu'on dit, c'est que tu peux perdre un triathlon sur la natation, mais tu peux le gagner sur la course à pied. Okay. Donc, bon, c'est ce qu'on dit. Mais donc, c'est vrai qu'effectivement, si tu prends une demi-heure de retard sur la natte, c'est compliqué d'aller le récupérer par la suite. Après, c'est vrai que c'est pas ça qui va te permettre de le gagner pour autant. Ouais, ça c'est sûr. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes la plupart des athlètes, des triathlètes au niveau, en général, ils viennent de la nage. En tout cas, c'est des bons nageurs à la base, quoi.
Tu regardes un Vincent Loïs par exemple, bon c'est un peu l'exemple typique, tu vois, mais parce que la natation c'est un sport technique et c'est plus difficile de te dire comme moi, je sais pas, je devais avoir 25, 26 ans quand je me suis mis au triathlon et je savais pas vraiment nager, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus difficile. Alors que si de base t'es un bon nageur, tu te dis bon, le vélo c'est pas trop mon truc, mais voilà. Bah ça marche quand même. Claire Michel, qui est pareil une autre athlète olympique qu'on a eu aussi sur le podcast, bah voilà, c'était une bonne nageuse. Elle a nagé quand elle était jeune, elle faisait ça à fond quoi. Et donc en fait, le fait d'être un bon nageur, bah ça te permet déjà d'avoir des bonnes bases pour la suite, parce que c'est plus facile d'apprendre à pédaler, enfin tu vois, à pousser sur tes pédales plutôt que nager quoi. Ou à courir, voilà exactement, que de nager. Donc voilà. Puis il y a l'aspect, la natation c'est le premier sport du triathlon. Donc tu sors de l'eau, même si tu passes du bassin à l'eau libre, etc. Mais tu sors de l'eau, toi tu seras moins fatigué que quelqu'un qui a appris à nager il y a 10 ans, tu vois, et qui nage pas trop mal. Là où quelqu'un qui apprend plus tard, bah, il va sortir de l'eau, il sera déjà épuisé, il aura déjà mal à l'épaule, etc. Un très très bon nageur va sortir de l'eau facile. À la limite, la difficulté, ça va être d'enlever le néoprène, quoi. Mais bon. En toute objectivité, hein, Enzo, on n'a rien à vendre. Voilà. Ton plan de carrière, si tu l'as pas, nous, le long terme, on le voit pour toi. Dans 10 ans, tu nous fais un petit coucou, on te montre un peu comment faire du tri. Bon, moi, je serai déjà vieux. Et puis on t'emmènera sur tes premières courses. Parfait. Vous donnerez 2-3 petits tips avant sur le triathlon, sur la stratégie, et puis après, on pourra partir. Bah écoute Enzo, merci pour le bon moment qu'on a passé ensemble. Alors d'habitude on pose une question dans le podcast qui s'appelle Devenir triathlète. On demande toujours comment devenir un bon triathlète. On la pimpe un peu pour certains invités et pour toi ça va être le cas. À ton avis, comment est-ce qu'on devient un bon nageur ? Comment on devient un bon nageur ? Je dirais qu'il faut avoir justement, parler de vision de long terme, il faut avoir vraiment cette vision long terme et puis travailler tous les jours, même sur les petits détails. Donc ça peut être même un petit geste technique qui peut changer sur le très long terme, qui peut changer quand même pas mal de choses. Juste peut-être une glisse un peu plus longue qui peut pas mal améliorer, je pense. Donc vraiment se concentrer sur les petits détails qui sur le long terme va devenir des gros détails. Super, bah écoute, merci beaucoup Enzo. Pour finir, où est-ce qu'on te suit sur les réseaux pour rester en contact avec toi et puis si on veut t'encourager pour les JO de Paris 2024 ? Alors sur Instagram avec Enzo Tesic tout simplement, ou bien sur LinkedIn au même nom. Parfait. Super. Enzo et Tesic c'est T-E-S-I-C. C'est de quelle origine d'ailleurs ? C'est serbe. Je suis serbe et puis corse en origine. Mais je me disais, je m'en doutais bien que ça avait une petite consonance, des Balkans par là, mais c'est ça, voilà. De l'Est. Ok, super. Bon, un grand merci Enzo, on te suit de près évidemment pour Paris, et puis je te dis à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci, ciao. Salut à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.